Chapitre 1. La fête à Roselle Green. C'était le genre de journée qui laissait croire que rien de mal ne pouvait jamais arriver sous un tel ciel. La lumière douce et dorée du soleil illuminait le village de Roselle, tachetant les ruelles et réchauffant les maisons de briques rouges qui bordaient la route principale, tel un public satisfait d'une pièce de théâtre rustique. Les bruants voltaient nonchalamment au-dessus de Roselle Green et le parfum des génoises et des roses emplissait l'air, se mêlant au doux tintement de la cloche de l'église paroissiale qui marquait 3 heures de l'après-midi. La fête annuelle de l'été battait son plein, un événement aussi attendu à Roselle que les premiers bulbes du printemps. Des dames âgées tenaient les stands de gâteaux, les mains gantées et l'air réservé. Les enfants couraient d'un stand à l'autre comme des moineaux hurlants, et le vicaire, le révérend Caldecott, se tenait sous un chapiteau avec une cruche de sirop de fleurs de sureau, rayonnant d'une joie inébranlable. Parmi les invités, à l'insu de beaucoup, se trouvait Miss Jane Marple. Elle n'était pas venue seule, bien sûr. Son amie, la redoutable Madame Isobel Barrington de St. Mary Mead, l'avait invitée à Roselle pour une semaine de vacances. « Roselle ressemble beaucoup à votre village », lui avait dit Isobel au téléphone, mais avec des roses plus belles et des ragots un peu moins bons. Cela avait suffi à séduire Miss Marple, et à vrai dire, elle avait plutôt hâte de changer d'air. Assise sur une chaise pliante blanche près du mât de mai, elle sirotait du thé tiède dans un gobelet en carton et observait la scène avec un léger amusement et un regard pensif. Elle était vêtue de son bleu pâle habituel, son chapeau était modeste et ses gants impeccables. Aux yeux de quiconque l'observait, elle aurait pu passer pour une vieille femme pittoresque profitant d'un après-midi de promenade. Mais ceux qui la connaissaient vraiment, auraient vu dans le léger froncement de ses sourcils le signe que quelque chose avait attiré son attention. Ce n'était pas la fête elle-même, ni le match de cricket au loin, ni même la dispute entendue par hasard entre Madame Egerton et la trésorière de la Guilde des femmes, bien que cela ait été plutôt piquant. Non, c'était l'apparition d'une jeune femme, immobile près de la table du concours de roses, tenant une carte postale vierge à la main. Miss Marple pencha la tête, observant discrètement. La jeune fille, peut-être la vingtaine, portait un cardigan vert et ne semblait pas tout à fait convenir à Roselle. Elle n'était pas du coin. Miss Marple en était certaine. Trop crispée, trop pâle et avec cette expression perdue qu'on voyait souvent chez ceux qui ont des secrets. Message. Elle la retournait de temps en temps, y jetant un coup d'œil comme si elle pouvait murmurer quelque chose si elle la fixait suffisamment. Avant que Miss Marple puisse interroger Isobel au sujet de la jeune fille, un cri soudain, aigu et guttural, retentit au fond de la salle. Un groupe de personnes se précipita près de la tente artisanale. Le thé sur les genoux de Miss Marple trembla. « Mon Dieu !» murmura Isobel en se levant péniblement. « Mais qu'est-ce que… » Miss Marple, bien que fragile en apparence, se leva avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui s'était déjà trouvé en présence de problèmes. Quelques instants plus tard, ils rejoignirent la foule, qui commençait à s'écarter dans un tourbillon de spéculations. Un jeune agent, le visage pâle, se tenait debout, les mains tendues, comme pour contenir le flot de spectateurs. À l'intérieur de la tente, niché parmi des châles tricotés main et des broderies, se trouvait le corps d'un homme. Affalé en avant, le menton contre la poitrine, les jambes maladroitement repliées sous la table pliante, mort. Et, comme le villageois le dirait plus tard à voix basse, pas le genre à mourir subitement, pas lui, pas en forme comme il l'était. « Qui est-ce » murmura quelqu'un. « Monsieur Jeremy Pilkington » répondit-il d'une voix calme mais assurée. « Du cabinet Pilkington & Sons, Solicitors, à Market Dean. Il n'est pas du coin, mais il loge chez le curé. » Miss Marple recula légèrement. Pilkington. Ce nom réveilla un vague souvenir dans sa mémoire. Isobel lui serra le bras.
Il était juge du concours de confiture, il y a à peine une demi-heure. Le vicaire, appelé en toute hâte de son poste de sureau, se précipita vers la tente, son col clérical de travers. « Oh mon Dieu !» répétait-il sans cesse. « Quelle horreur! Le pauvre homme! Il a été d'une grande générosité. Il a fait un don pour le toit de l'église la semaine dernière. » Deux ambulanciers sont arrivés, suivis d'un détective en civil dont la moustache était hérissée de promesses d'ordre et de suspicion. Ce soir-là, la fête fut déclarée terminée. Les banderoles furent discrètement retirées. Les trophées de roses restèrent sans être réclamés. Les pots de confiture, fermés, reposaient sur les tables recouvertes de Vichy, et bien que le match de cricket se soit terminé sans incident, les villageois quittèrent le terrain l'esprit troublé et les questions en suspens. De retour au cottage d'Isobel, une jolie propriété recouverte de lierre en bordure de Rose Hill Common, les deux femmes étaient assises dans le salon, les fenêtres légèrement entr'ouvertes pour laisser entrer l'air par... Miss Marple hocha la tête. « Il y a ce qui est contre nature, dit-elle doucement, qui vient de l'intérieur. Et puis il y a ce qui nous est imposé de l'extérieur. » Isobel cligna des yeux. « Tu crois qu'il était... » « Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'un homme qui s'apprête à juger un concours d'éponge de Victoria choisit rarement ce moment pour expirer. » Il y eut un silence entre eux. Et puis Miss Marple demanda, comme si elle était désinvolte, « Avez-vous remarqué la jeune femme avec le cardigan vert près des roses? Celle qui tenait cette étrange petite carte postale ?» Isobel hocha la tête. Elle est partie juste avant que l'agitation ne commence. Elle avait l'air plutôt secouée, elle aussi. Les yeux bleus de Miss Marple restèrent fixés sur le crépuscule qui s'estompait derrière la fenêtre. « Une carte postale vierge, murmura-t-elle. « C'est curieux, Isobel, très curieux en effet. On dit que rien ne veut rien dire, mais j'ai souvent constaté que le silence a une forme si l'on y regarde de plus près. » Et au loin la cloche de l'église sonna à nouveau, 6 heures, mais d'une certaine manière elle semblait moins innocente qu'avant. Chapitre 2. La fille au cardigan vert. Le lendemain matin, l'aube se leva sur Rose Hill avec la même sérénité trompeuse qu'elle portait si bien. Un ciel doux strié d'une lumière lavande, le chant des oiseaux s'échappant des fenêtres ouvertes et le tintement des bouteilles de lait sur le pas des portes. Mais derrière le rythme familier du village, un vague de malaise commençait à se propager. Un homme était mort, subitement, inexplicablement, au milieu d'une fête, et bien qu'aucune nouvelle officielle n'ait été donnée, les villageois étaient déjà occupés par les spéculations. Miss Marple, cependant, avait toujours cru en l'action tempérée par la réflexion. Elle se leva tôt comme à son habitude et s'habilla avec sa précision habituelle. Une jupe en tweed, un chemisier clair et sa broche préférée en forme de myosotis. Elle sirotait sa première tasse de thé lorsqu'Isobel apparut dans l'embrasure de la porte, emmitouflée dans une robe de chambre, les cheveux toujours noués au filet. « Eh bien, Jane, dit Isobel en soupirant, vous serez ravie d'apprendre que le sergent Quillet s'est déjà manifesté. Il a frappé à ma porte à 7h30 pour me demander si j'avais vu quelque chose d'inhabituel hier. Je lui ai dit que tout cela était inhabituel. Il n'a pas été amusé. »« Sergent Quillet, répéta Miss Marple avec un léger hochement de tête. De Market Den, j'imagine. Oui, jeune, au cou épais, terriblement sûr de lui. Le genre de personne qui croit toujours que la première déjà décidé que la police, comme d'habitude, chercherait aux endroits les plus évidents et que la vérité, comme toujours, se trouvait quelque part discrètement ignorée. À 9h, elle avait décidé de faire une promenade. Le village de Rose Hill s'organisait en un ensemble ordonné autour de son espace vert. Une rangée de boutiques, la poste, une épicerie et la mercerie de Madame Wilcox, rythmaient la vie quotidienne tandis que des cottages plus ou moins charmants se nichaient le long des ruelles sinueuses. Miss Marple marchait lentement, s'arrêtant de temps à autre pour admirer une rose trémière particulièrement soignée
ou pour saluer l'un des voisins d'Isobel qui la regardait avec curiosité. Chez l'épicier, les ragots du matin couvaient déjà. « Dites donc, dit Madame Fairbright à voix basse à l'homme derrière le comptoir. On dit que c'était son cœur, mais c'est absurde. Mon cousin de Market Dean a vu cet homme la semaine dernière et a dit qu'il était en pleine forme, il faisait du vélo. On ne peut pas faire du vélo avec un cœur malade, murmura M. Barnes en mesurant une livre de farine. Miss Marple acheta une boîte de lait concentré et s'éclipsa. Elle descendit devant le cimetière, où le révérend Caldecott était agenouillé dans les lits de bordure, portant encore son col clérical sous un cardigan plutôt taché. Il se leva à son approche. « Ah, Miss Marple, n'est-ce pas ?» dit-il en s'essuyant les mains avec un mouchoir. « Une chose horrible, hier, absolument horrible. »« Tout à fait, » acquiesça-t-elle doucement. « J'espère que vous ne connaissiez pas bien M. Pilkington ?» « Très bien, » dit le vicaire en baissant les yeux vers ses bégonias. Il était venu aider les administrateurs de la paroisse pour une petite affaire juridique. Des documents pour l'agrandissement de la salle paroissiale, je crois. Très efficace, très soigné. Il a parlé gentiment à tout le monde, même à Madame Crumley, et elle n'est pas facile à traiter. J'ai cru comprendre qu'il séjournait chez vous? Le vicaire acquiesça. Oui, la chambre d'amis, arrivé jeudi. Il a passé le plus clair de son temps avec ses papiers et sa correspondance. Il est allé à la fête à contre-cœur, je crois. Ce n'était pas sa tasse de thé. Mais il a été très aimable. Miss Marple hésita un instant. A-t-il reçu du courrier pendant son séjour chez vous? Caldecott cligna des yeux. Eh oui, maintenant que tu en parles, un seul morceau, une carte postale. Je m'en souviens parce qu'elle était assez démodée et qu'il n'y avait rien d'écrit dessus, complètement vierge. J'ai pensé que c'était peut-être une blague privée. Ça ne semblait pas le déranger, cependant. Il l'a juste glissé dans la poche de sa veste sans rien. Fille cardigan vert. Tenait une carte postale vierge. Pilkington avait reçu une carte postale vierge peu avant sa mort. Quel message pouvait transmettre une carte sans mots? À moins, bien sûr, que ce ne soit pas les mots, mais la carte elle-même qui soit porteur de sens. Elle avait besoin de retrouver la fille. À midi, elle avait visité le bureau de poste où personne n'avait vu la fille poster quoi que ce soit, le magasin général où elle n'avait rien acheté et le salon d'été où Madame Middleton, les lèvres baissées, a dit que la fille s'était assise seule 2 jours auparavant, fixant une tasse de thé froide pendant près d'1 heure. Miss Marple s'assit à une table dans un coin du salon d'été et commanda une théière de Darjeeling. Madame Middleton, réalisant qu'on l'observait avec autant d'attention qu'elle avait autrefois étudié les menus paroissiaux, rougit légèrement. Elle avait l'air contrariée, dit-elle finalement. Trop bien habillée pour quelqu'un voyageant seul, mais son cardigan était troué au coude. Il y avait quelque chose de contradictoire chez elle. Vous connaissez le genre. Oh oui, dit Miss Marple d'un ton doux. Très bien, en effet. Tout en remuant son thé, elle regarda vers la fenêtre et pensa. La jeune fille était venue pour une raison. Elle avait apporté cette carte. Elle s'était tenue à la table des roses, celle que Pilkington devait juger. Elle était partie avant la découverte du corps. Ce n'était pas un hasard. Cet après-midi-là, un avis fut affiché sur la porte de la salle des fêtes, indiquant que la police n'avait aucune raison de soupçonner un acte criminel, mais que le terrain de la fête resterait fermé en attendant la confirmation des conclusions médicales. Une déclaration fade, pensa Miss Marple, destinée à apaiser les esprits, mais les villageois, comme elle le savait, n'étaient jamais vraiment pacifiés. À l'heure du thé, Rose Hill était de nouveau en proie aux spéculations. Madame Crumley était certaine que l'avocat avait été empoisonné par un ennemi de la profession. M. Barnes était convaincu que toute l'affaire était liée à des fonds ecclésiastiques volés, et la jeune Pamela Reese affirmait avoir vu un fantôme près du pavillon de cricket la veille au soir, et que cela avait peut-être un lien avec que. Miss Marple écoutait en souriant doucement et ne disait rien. C'était presque le crépuscule lorsqu'elle a trouvé son indice. En repassant devant le massif des roses, son regard aperçut quelque chose de pâle juste sous le bord du paillis, humide et à moitié foulé. Elle se pencha avec précaution, le souleva de sa main gantée
et vit ce qu'elle attendait, une carte postale. Légèrement gondolée par l'humidité, le côté image montrait une gravure représentant une sommière sous une ligne argentée. Le revers était vierge. Miss Marple le garda un moment de plus que nécessaire, puis le glissa dans son sac à main et se leva. Il y avait 2 cartes postales vierges. On en avait trouvé un, peut-être même qu'on l'avait envoyé. Et le message, même s'il semblait silencieux, avait clairement parlé à son destinataire. Quelqu'un, quelque part à Rose-Hill, avait reçu un message qu'il comprenait sans mots. Et quelqu'un d'autre, Miss Marple en était certaine, était mort à cause de cela. Chapitre 3. La chambre d'amis du vicaire. Le presbytère du révérend Caldecott était l'une de ces charmantes demeures anglaises au charme désuet qui semblaient avoir grandi plutôt qu'avoir été conçues. Avec ses briques couvertes de lierre, ses fenêtres mal alignées et légère odeur de vieux papier et d'encaustique dans les couloirs. Il se trouvait à une certaine distance de l'église, niché derrière un mur de silex et ombragé par un sorbier tordu qui craquait doucement au vent. Miss Marple arriva à 11 heures précises le lendemain matin, après avoir téléphoné pour demander une visite. Elle ne révéla pas son véritable objectif, elle ne le fit jamais, mais le révérend, désireux de se rendre utile, et peut-être encore perturbé par la tragédie survenue pratiquement sous son nez, l'accueillit chaleureusement. « J'ai pensé, » avait dit Miss Marple de sa voix douce, « si cela ne vous dérange pas trop, que je pourrais peut-être aller voir où logeait M. Pilkington. J'ai toujours pensé qu'on pouvait en apprendre beaucoup sur quelqu'un en observant sa façon de vivre, ou, dans ce cas précis, sa façon de voyager. » Le vicaire hésita un instant, puis acquiesça gracieusement. « Bien sûr. Je n'ai rien touché, bien sûr. Le gendarme qui est passé hier a jeté un coup d'œil, mais n'a pas semblé particulièrement intéressé. Il a trouvé tout cela tout à fait ordinaire. » Miss Marple sourit. « Ah oui, l'ordinaire. Quel mot trompeur. » La chambre d'amis se trouvait en haut de l'escalier, face au jardin arrière. C'était un espace modeste, ni trop grand, ni trop petit, avec des rideaux à fleurs, un lit étroit soigneusement fait, et un bureau en acajou dans un coin qui semblait n'avoir pas vu d'encre depuis 10 ans. Miss Marple entra lentement, ses yeux absorbant tout à la fois, comme une aiguille pourrait traverser un tissu, invisible mais précis. Au pied du lit se trouvait une vieille valise marron, toujours fermée à clé. Une paire de chaussures posée à côté était soigneusement rangée. Sur le bureau, une petite chemise en cuir contenant des papiers, un stylo-plume et un bulletin paroissial. Sur le rebord de la fenêtre, un brin de romarin pressé avait été déposé, un détail qui intrigua immédiatement Miss Marple. « Monsieur Pilkington », dit le vicaire, en s'attardant maladroitement. Je m'en souviens parce que Madame Dacre a dit l'avoir vu près du chemin du canal, seul. A-t-il reçu d'autres visiteurs demanda Miss Marple en se dirigeant vers le bureau et en parcourant les papiers sans les toucher. Aucun, à ma connaissance. Cependant, ajouta Caldecott, il y a eu un moment, oui. Bon, ce n'est peut-être rien, mais la veille de la fête, je suis rentré de l'église vers 16h30 et je l'ai trouvé devant le portail, l'air plutôt agité. Il m'a dit qu'il venait de voir quelqu'un auquel il ne s'attendait pas, mais quand je lui ai posé des questions, il a balayé l'idée. Il semblait perturbé. Il a dit qu'il irait se promener pour s'échanger les idées. Miss Marple a classé cela. A-t-il dit qu'il l'a vu? Non, et je n'ai pas insisté. On évite de se mêler des affaires de ses invités, même si, dans ce cas précis, je suppose... Miss Marple hocha lentement la tête et s'avança vers l'armoire. Elle était presque vide, à l'exception d'un léger par-dessus et d'une écharpe en laine pliée sur l'étagère du dessus. Elle tendit délicatement la main et passa un doigt ganté le long de la couture intérieure. Rien. Elle s'apprêtait à reculer quand quelque chose, par terre, attira son attention. Un bout de papier gris pâle, plié, sans enveloppe. Elle se baissa et le récupéra. Le révérend jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que c'est ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle déplia le papier, qui ne portait qu'une seule ligne, et tapa. «
Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous verrez la carte postale. Il n'y avait pas de nom, pas de date, pas de signature, juste ces mots froids et réfléchis comme le tic-tac d'une horloge dans une pièce silencieuse. Elle l'a relu. Intéressant, murmura-t-elle. Elle se tourna vers le révérend. Puis-je emprunter ceci, juste un instant? Je le rendrai dès que j'en aurai fait une copie. Le révérend Caldecott, qui commençait à se rendre compte que son invité n'était pas une simple vieille dame curieuse, fit un signe de tête hésitant. De retour au cottage d'Isobel, Miss Marple était assise dans le petit salon avec les mots, la carte postale, trouvée dans le massif des roses et une tasse de thé frais. Dehors, le vrombissement des tondeuses à gazon résonnait faiblement dans le village, mais à l'intérieur, tout était calme. Elle réfléchit aux mots. Vous comprendrez ce que je veux dire quand vous verrez la carte postale. À qui la note avait-elle été envoyée? S'il était destiné à Pilkington, pourquoi l'avoir caché dans l'armoire? Plus probablement, il y avait été placé, peut-être tombé pendant les préparatifs ou glissé par inadvertance, mais le fait était là, quelqu'un avait bien voulu envoyer un message, avec la carte postale pas dessus, carte comme un talisman. Peut-être l'était-elle? Peut-être en était-elle l'expéditeur. Si tel était le cas, alors elle connaissait Pilkington et le craignait. Les pensées de Miss Marple furent interrompues par l'arrivée d'Isobel, qui entra précipitamment avec son sac de course et un air de léger triomphe. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé, » dit-elle en sortant une feuille pliée de dessous une miche de pain. Madame Lockwood, dont le mari dirige l'imprimerie de Market Dean, m'a donné ça. C'est la liste des sponsors des stands de la fête. Devinez à qui appartient le nom. Miss Marple haussa les sourcils. Mademoiselle Margaret Everly, dit Isobel, de Londres. Elle a parrainé la table des roses. Elle est discrète, apparemment arrivée il y a une semaine et a pris une chambre chez Madame Partridge. Pas vue depuis hier matin. La tasse de thé de Miss Marple s'arrêta en plein vol. Everly, dit-elle doucement. Oui, je crois que nous recherchons mademoiselle Margaret Everly, et je pense qu'il est temps que je parle à Madame Partridge. La maison d'hôte de Madame Partridge, Larkspur Lodge, était une grande demeure victorienne aux volets blancs écaillés et au jardin encombré de delphiniums et de nains de pierre. Madame Partridge elle-même était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant, aux cheveux gris fer coupés courts, et à l'air de quelqu'un qui ne cesse jamais d'évaluer ses chaussures. « Oui, dit-elle en plissant les yeux, Mademoiselle Everly est arrivée lundi dernier. Gentille, calme, elle n'a pas beaucoup aimé la nourriture, mais ne s'est jamais plainte. Elle est partie hier matin un peu pressée, disant qu'elle devait prendre le train de bonne heure pour Londres. Est-ce qu'elle a laissé une adresse? » « Non, » répondit Madame Partridge en croisant les bras. « Mais j'ai toujours ses coordonnées, comme indiqué dans le registre. Vous voulez voir ?» Miss Marple hocha la tête. Le nom écrit était bien Margaret Everly et l'adresse 43 Huxley Road, Kensington, Londres. Faux, peut-être, mais peut-être pas. Miss Marple remercia son hôte et retourna vers la ruelle. Le village avait la même apparence que d'habitude, des roses en fleurs, des chats se prélassant au soleil sur les marches de pierre et des enfants riant au loin. Mais Miss Marple, avec son sens profond de la nature humaine et de la douleur cachée, savait que l'atmosphère avait changé. Quelqu'un avait utilisé le silence comme arme, une carte postale muette, un mot avec une promesse, un meurtre commis non pas par colère, mais intentionnellement. Et maintenant, elle avait un nom. Mademoiselle Margaret Everly, la fille aux cartes tranquillement, observer attentivement et surtout laisser les autres parler. Au cours de ces nombreuses années d'observation, elle avait découvert que les gens, lorsqu'on ne les incitait pas à se confier, en révélaient généralement plus qu'ils ne le souhaitaient et certainement plus qu'ils ne le pensaient. Ainsi, l'après-midi même où elle avait visité la chambre d'amis du révérend
et examinait l'indice laissé derrière elle, elle se retrouva une fois de plus devant les portes de Larkspur Lodge, cette fois non pas comme une chercheuse distante, mais avec une douce détermination. Madame Partridge ouvrit la porte avec un léger froncement de sourcils, son tablier toujours saupoudré de farine. « De retour, Miss Marple, » dit-elle, non pas méchamment, mais avec prudence. « Je vous présente mes excuses, Madame Partridge, » dit Mademoiselle Marple avec un sourire gracieux, « mais j'ai pensé qu'il serait utile de retourner dans la chambre de Mademoiselle Everly, avec votre permission, bien sûr, juste au cas où elle aurait laissé quelque chose qui pourrait nous aider à lui rendre quelque chose. J'ai cru comprendre qu'elle était partie assez précipitamment. » Madame Partridge hésita. Son regard se porta sur le doux visage de Miss Marple, sur les mains gantées soigneusement jointes devant elle, puis sur la ruelle au-delà, comme si elle se demandait si quelqu'un pourrait être témoin de sa prochaine décision. « Eh bien, dit-elle finalement, je suppose que ça ne ferait pas de mal. » Elle conduisit Miss Marple à travers le couloir, sombre, lambrissé et tapissé de gravures délavées de scènes de chasse, jusqu'au 2e étage. La chambre de Miss Everly se trouvait au fond, un espace étroit avec une fenêtre à guillotine donnant sur le jardin. Le lit avait été refait, l'armoire était entr'ouverte et vide, et la seule décoration était un vase d'œillets à moitié fané sur la coiffeuse. Elle était très calme, dit Madame Partridge en entrant. Elle restait seule, elle lisait beaucoup, elle faisait de longues promenades, mais ne disait jamais où. Je suppose qu'elle n'avait pas d'amis ici. « A-t-elle parlé de sa famille ?» demanda Miss Marple en parcourant la pièce du regard. « Une seule fois. Il a parlé d'un oncle à Londres, mais ce n'était pas précis. » Miss Marple hocha la tête et s'avança dans la pièce. Elle ne toucha à rien, pas encore, mais examina tout avec attention. Un bout de papier dépassait légèrement dessous la coiffeuse. Elle se pencha doucement et le ramassa. Un talon de billet de train, marque 10 Paddington. Fantôme de cintre, traîné de côté. Quelque chose y était resté accroché, brièvement puis retiré. Sur l'étagère du dessus, cependant, se trouvait un morceau de papier lavande enroulé contre un coin. Avec des doigts gantés, Miss Marple le souleva délicatement. C'était un coin déchiré d'une feuille plus grande, probablement du même papier à lettres pâles qu'elle avait trouvé dans la chambre d'amis du vicaire, et bien que le texte ait été coupé, un mot était encore lisible. Regret. Elle se tourna vers Madame Partridge, qui la regardait avec un vif intérêt. « Vous êtes certain que Miss Everly est partie le lendemain matin de la fête ?»« J'en suis sûr. Elle est descendue tôt, elle a à peine touché à sa tartine et a demandé son addition. Elle semblait un peu dans un état second. Elle a dit avoir eu des nouvelles de chez elle. J'ai supposé de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas été indiscrète. »« Non, bien sûr que non, c'est très sage, » dit Miss Marple. Elle regarda une fois de plus autour de la pièce et, convaincue qu'elle n'en trouverait plus, remercia Madame Partridge et prit congé. Alors qu'elle retournait dans le village, son esprit repensait aux faits. Mademoiselle Margaret Everly était arrivée une semaine avant la fête, restait discrète et avait parrainé le concours de roses. Elle avait, selon plusieurs témoignages, l'air perturbé. Elle était partie, soi-disant, le lendemain matin de la fête, mais un billet de train retrouvé dans sa chambre laissait penser qu'elle avait peut-être pris le chemin du retour. Soit elle était revenue, soit quelqu'un avait emprunté son nom. Et il y avait plus. Le bout de papier lavande portant le mot « regret » correspondait au mot trouvé dans la chambre de Pilkington. Ce ne pouvait être une coïncidence. Miss Marple retourna au cottage d'Isobel et trouva Isobel elle-même à table avec une théière et le journal local étalé devant elle.
Tu avais raison, dit Sauvel dès qu'elle la vit. Il n'y a pas encore de nécrologie, mais le rapport du coroner a été retardé, ce qui est généralement synonyme de suspicion. Les rumeurs ont redoublé depuis le petit déjeuner. On croirait que Pilkington a été assassiné à l'épée au milieu du terrain de cricket. Parfois, dit Miss Marple pensivement, la vérité arrive habillée de vêtements si absurdes que les gens s'en moquent. Elle s'est servi une tasse de thé et y a ajouté une tranche de citron. Il y a quelque chose de curieux chez Miss Everly. Je ne crois plus qu'elle soit partie après la fête. Oh, elle avait un billet de train aller-retour daté du jour avant la mort de Pilkington. Et pourtant, plus Utiliser un faux nom? Je pense, dit Miss Marple, qu'elle avait une raison de cacher sa vraie raison. Le lendemain, Mademoiselle Marple rendit visite au bibliothécaire local, un homme à la voix douce nommé M. Digby, qui avait passé les 20 dernières années à cataloguer non seulement des livres, mais aussi des souvenirs du village. Elle décrivit la jeune fille du mieux qu'elle put. Âge, couleur de peau, nervosité. Elle lui demanda s'il avait croisé quelqu'un correspondant à cette description la semaine précédente. À sa grande surprise, il hocha la tête presque immédiatement. Oui, je l'ai vu à la conférence historique mercredi. Un employé des archives du comté est venu parler des testaments et des registres du village. Elle était sèche comme la poussière, mais elle était assise tout devant. Elle a même posé une question étrange à la fin. C'était quoi? Elle voulait savoir si le nom Everly figurait dans des registres fonciers, notamment en lien avec une ferme qui avait brûlé en 1908. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « Elle a-tu fait » Digby fronça les sourcils. Juste en passant, la famille Everly possédait un terrain en bordure de la paroisse. Elle l'a vendu juste avant la guerre. La maison n'a jamais été reconstruite après l'incendie. Miss Marple partit peu de temps après avec un carnet rempli de tribouillis et une expression très pensive. De retour au chalet, elle dressa une liste. Pas une liste de suspects, pas encore, mais une liste de noms et d'incidents. Et en haut de la page, soulignée de son écriture soignée, figuraient 2 mots, « Vieux feu ». La carte postale ne contenait aucun message. Mais peut-être qu'était message un vieux crime, une vieille injustice, un terrain oublié, une ferme incendiée et un nom de famille ressuscité après des années. Miss Everly, si tel était son nom, était revenue pour une raison, et M. Pilkington, un avocat respectable, en était mort. Miss Marple regarda la liste, puis plia le papier et le glissa dans son sac à main. Elle écrirait à son neveu Raymond ce soir-là pour lui demander s'il pouvait contacter discrètement un ami au cadastre de Londres. Mais d'abord, elle avait l'intention de visiter les ruines de la ferme Everly. Chapitre 5. Cendres sous les rosiers. Les vestiges de la ferme Everly se trouvaient juste au-delà de la limite sud de Rose Hill, au-delà d'un bosquet de pruneliers, et le long d'un chemin désaffecté qui avait autrefois servi de route carrossable. Rares étaient les villageois qui empruntaient ce chemin désormais. La nature, avec sa patience et sa confortables et d'un chapeau de paille orné d'un ruban bleu pâle, avançait prudemment le long du sentier étroit. Isobel avait proposé de l'accompagner, mais Miss Marple avait décliné. Elle préférait marcher seule lorsqu'elle avait besoin de réfléchir, et elle avait vraiment besoin de réfléchir. Les événements des derniers jours tourbillonnaient dans son esprit comme une valse légèrement désaccordée. Un notaire mort sans raison apparente, une jeune fille avec une carte postale vierge, un message sans mots et un nom qui ne lui appartenait peut-être pas du tout. Et maintenant, cet endroit. Une ferme en ruine, oubliée depuis longtemps par la plupart, mais dont quelqu'un se souvenait visiblement. Elle atteignit la clairière où se trouvait autrefois la maison et s'arrêta.
Il ne restait de la ferme que ses fondations, qui émergeaient de l'herbe tels les ossements d'une créature depuis longtemps enterrée. La cheminée était toujours debout, un pilier rouge délabré se dressant contre le ciel, et, tout près, un fouillis de rosiers s'épanouissait avec une vivacité surnaturelle. Miss Marple se dirigea vers les roses. Ils étaient sauvages, bien sûr. Personne ne les avait taillés depuis des décennies, mais quelqu'un s'en était occupé récemment. Elle le constatait à la taille soignée des têtes fanées, à la faible trace de terre remuée sous les racines. Quelqu'un était passé par là. Quelqu'un était venu ici non seulement pour se souvenir, mais aussi pour agir. Elle s'agenouilla à côté du plus gros buisson et brossa le sol. Il était humide mais avait été récemment retourné. Une dépression peu profonde se trouvait juste en dessous. Pas assez profonde pour une tombe, mais certainement pour une boîte ou un colis. Elle l'a pas creusé plus loin, non sans raison, mais elle a regardé l'endroit, pensive. Derrière elle, un léger crissement de gravier la fit se retourner. Un homme se tenait au bord de la clairière, grand et mince, avec une casquette délavée et des bottes en caoutchouc. Son visage était ridé comme de l'écorce, et ses sourcils gris se froncèrent sous son regard. « Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici, » dit-il après une pause. Miss Marple se leva calmement en brossant sa jupe. « Moi non plus, tu m'as fait sursauter. »« Je m'appelle Josiah Croft. Je suis le gardien des champs du Sud. Je m'occupe de la frontière et des moutons quand ils viennent paître. Vous n'êtes pas d'ici. »« Je suis hébergé chez une amie, » répondit aimablement Miss Marple. « Le site m'a intrigué. Est-ce la ferme d'Everly? Il y en avait un. Il a brûlé bien avant mon époque. On dit que le propriétaire a allumé le feu lui-même. Ivre, disent-ils. D'autres disent qu'il était fou. Personne de la famille a disparu peu de temps après. « Jusqu'à présent, » dit doucement Miss Marple. Croft pencha la tête. « Que veux-tu dire? »« J'ai rencontré une jeune femme récemment. Elle prétendait être Miss Margaret Everly. Je crois qu'elle est venue ici, peut-être plus d'une fois. » Croft déplaça son poids. « Je ne peux pas dire que je l'ai vue, mais j'ai trouvé des roses fraîches un matin. Des roses, vraiment jolies, juste là. » Il désigna une marche de pierre à moitié enfouie sous la mousse. Miss Marple regarda et hocha la tête. Une sorte d'offrande. Croft haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être qu'elle cherchait quelque chose. Quelque chose de caché? Il cligna lentement des yeux. C'est ton mot, pas le mien. Mais Miss Marple vit le léger mouvement de ses lèvres, un tressaillement d'incertitude. Il savait quelque chose, peut-être pas tout, mais une partie. « Je me demande, dit-elle doucement, si elle cherchait à exhumer autre chose que des souvenirs. Un tort, peut-être, ou une dette impayée. » Croft ne dit rien, mais lorsqu'elle se retourna pour partir, il l'appela. « Si elle revient, dit-il, dites-lui de faire attention. Le passé n'est pas toujours mort, mademoiselle, parfois il attend juste. » Miss Marple hocha la tête, puis retourna sur le chemin. Cet après-midi-là, elle s'assit de nouveau avec Isobel dans le petit salon. Une brise faisait flotter les rideaux de dentelle, et l'horloge du village sonna 4 heures. « Tu es allé jusqu'aux ruines ?» demanda Isobel, étonnée. « C'était plutôt paisible, » dit Miss Marple, « mais aussi révélateur. » Elle raconta à Isobel ce qu'elle avait vu, ce qu'elle n'avait pas dérangé, et ce que M. Croft avait dit. Isobel secoua la tête. « Et pourtant, nous en savons encore si peu. Qui était vraiment cette fille? Pourquoi revenir maintenant? Et pourquoi approcher Pilkington, entre autres? » Miss Marple fronça légèrement les sourcils. « Je crois que ça commence à devenir clair. » Elle fouilla dans son sac et en sortit un morceau de papier plié. Une lettre arrivée de Londres le matin même. Son neveu Raymond, toujours plein de ressources, avait contacté un ami du cadastre, comme elle l'avait demandé. La lettre était brève mais éclairante. 43 Huxley Road, Kensington, a-t-il déclaré. Il n'y a aucune trace d'une quelconque Margaret Everly en résidence. Ni maintenant, ni jamais. La maison appartenait à une certaine Madame Hélène Dearden, veuve, sans locataire connu.
Donc l'adresse était fausse, mais la lettre continuait. Cependant, une enquête sur les propriétés de la famille Everly a montré que le terrain avait été vendu en 1911 à une fiducie sous le nom de Pilkington & Son Solicitor. Je ne serais pas surprise d'apprendre qu'il était le petit-fils d'Henry Pilkington. Il devait être au courant de la transaction. Il a peut-être même administré le trust lui-même. Les yeux d'Isabelle s'écarquillaient. Suggérez-vous que la fille croyait que le terrain avait été volé? Peut-être pas volé, dit Miss Marple, mais peut-être mal utilisé. Acquise injustement. Et cette carte postale, cette étrange carte postale vierge était peut-être un signal, un rappel, une demande silencieuse d'explication. Mais pourquoi le tuer? Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas encore si elle l'a fait, dit-elle doucement. Seulement que son arrivée, sa mort et le vieux pays sont liés. Et je crois que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui observait dans l'ombre, l'a compris mieux que nous tous. Ce soir-là, alors que le crépuscule descendait sur Rose Hill et que la cloche de l'église sonnait solennellement à travers le verre brumeux, Miss Marple écrivit sa propre lettre, ni à son neveu, ni à la police, mais au coroner local. Elle a demandé dans les termes les plus délicats mais les plus convaincants que le rapport d'autopsie de M. Jeremy Pilkington soit examiné en prêtant attention aux substances alcaloïdes rares, en particulier celles dérivées de la plante aconique, car parmi les nombreuses roses des massifs d'Everly Farm, elle avait vu un spécimen particulier, Navette aconie, ses pétales indigos s'enroulant comme des flammes, une belle plante, immortelle en silence, comme une carte postale sans mots. Chapitre 6. L'homme dans l'abri de jardin. Le lendemain matin, un changement s'était produit à Rose Hill. Ce n'était pas une tempête, pas encore, mais quelque chose de subtil, un resserrement de l'air, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les gens baissaient la voix dans l'épicerie. Les rideaux tremblaient plus fréquemment. Même les rouges-gorges dans les haies semblaient apaisés. La rumeur, telle de la fumée, s'était infiltrée par chaque boîte aux lettres et chaque cheminée. La mort de M. Pilkington n'était pas un accident. Aucune déclaration officielle n'avait été faite, mais les nouvelles attendaient rarement une autorisation. Le révérend Caldecott avait mentionné des découvertes inhabituelles lors de sa visite matinale à la vieille Madame Biggs, qui avait ensuite transmis le détail à sa nièce, qui vendait du beurre à la sœur du gendarme, laquelle l'avait aussitôt chuchoté au boucher. Le temps que le document parvienne au nettoyeur de l'église, il s'était transformé en une confession complète signée de sang. Miss Marple, pour sa part, sirotait son thé et restait poliment vague. Elle n'avait aucune envie d'alimenter le four du village. Pas encore. Au lieu de cela, elle a jeté son dévolu sur autre chose, ou plutôt sur quelqu'un. Ces derniers jours, elle avait posé discrètement plusieurs questions. À propos de la terre, à propos des fleurs, à propos de la fille au gilet vert. Mais il y avait un sujet qu'elle avait volontairement laissé de côté jusqu'à présent. La question de savoir qui avait bien pu observer les deux, Mademoiselle Everly et M. Pilkington. Et elle avait un nom, M. Léon Dufour. Léon Dufour vivait dans une petite maison en bois à la lisière du village, derrière une haute clôture de mélèzes gauchis et de chèvrefeuilles en fleurs. Français de naissance, du moins c'est ce qu'il prétendait. Il était arrivé à Rose Hill 7 ans plus tôt et s'était rapidement déclaré homme de loisirs. Il travaillait occasionnellement comme homme à tout faire, aimait les pigeons et fumait des gauloises avec une sorte de désespoir théâtral. Miss Marple avait déjà vu ce type de personne. Plus d'une fois, elle s'est rendue à sa propriété juste après-midi, sous prétexte de se renseigner sur un nouveau loquet pour le portail du jardin d'Isobel. Il la rencontra sur le seuil, une cigarette déjà à la main et un sourire peu convaincant aux lèvres. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il, en s'inclinant légèrement. « À quoi me vaut cet honneur? »« J'espérais que vous pourriez m'aider, dit-elle doucement. Le portail de mon amie, Madame Barrington, grince terriblement, et je me suis dit que vous seriez peut-être l'homme de la situation pour le réparer. » Dufour fit un geste avec sa cigarette. « Bien sûr, la charnière est très fragile, je m'en occupe moi-même. » Miss Marple hocha la tête et, avec cette aisance naturelle née de longues années de pratique, dit « Vous devez bien connaître le village, Monsieur Dufour. J'imagine que vous remarquez tout ce qui se passe depuis votre petit coin ici. »
Dufour ricana, même si cela semblait un peu forcé. Et madame, on voit, on ne voit pas. Je vis simplement, tranquillement. Les affaires des autres ne me regardent pas. Bien sûr, dit Miss Marple, même si je suppose qu'il était difficile d'ignorer la fête, avec la mort du pauvre notaire et tout ça. Il haussa les épaules. Ah, l'homme au col raide. Tragique. Le connaissiez-vous? Je l'avais vu 1 ou 2 fois. Il était venu au presbytère. Il était passé devant mon jardin. Il n'avait jamais rien dit. Il avait l'air sérieux. Et la jeune femme, demanda-t-elle, en l'observant attentivement. Celle qui portait un cardigan vert. Je crois qu'elle visitait les rosiers tout près de chez vous. Il y avait une légère lueur sur son visage. Il se tourna pour laisser tomber la cigarette dans un cendrier perché sur un pot de fleurs. De nombreuses jeunes femmes passent par ce village. Je ne me souviens pas de toutes. Miss Marple hocha lentement la tête. Bien sûr, c'est juste que quelqu'un a dit avoir vu un homme dans l'abri de jardin derrière votre maison la veille de la fête. Un homme qui n'avait rien à faire là. Dufour se retourna brusquement. Mon hangar? Oui, et la personne a affirmé l'avoir laissé très tôt le matin, juste avant l'aube, emportant quelque chose enveloppé dans du tissu. Dufour rit, mais sans aucune trace d'amusement. Et qui est ce conteur? Puis-je vous le demander? Oh, je ne peux pas le dire, dit Miss Marple avec un haussement d'épaule d'excuse. Des conversations de village, vous savez. Probablement des bêtises. Pourtant, je me suis dit que je devais demander. Dufour resta silencieux un peu trop longtemps, puis, d'un geste théâtral, sortit une clé de la poche de son manteau et la lui tendit. « Vous pouvez regarder, madame, si cela vous plaît. Rien n'est caché. » Miss Marple accepta la clé. « Je n'oserais pas m'aventurer à fouiller, mais je me demande si je pourrais jeter un coup d'œil à l'intérieur en votre présence, juste pour avoir l'esprit tranquille. » Il hésita encore, puis haussa les épaules. « Comme tu veux. » Ils contournèrent la maison, passèrent devant un potager en pente et un étendoir où étaient tendues des chemises en lin. L'abri de jardin se trouvait légèrement à l'écart, à moitié recouvert de lierre. Dufour déverrouilla la porte et l'ouvrit. À l'intérieur, c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Un établi, des outils rouillés, une pile de pots de fleurs fêlés et un fauteuil affaissé dont le rembourrage dépassait de la coudoir. Mais le regard de Miss Marple ne se porta pas sur le désordre, mais sur le sol, où un léger cerne de bois décoloré marquait l'absence de quelque chose de lourd et de carré. Une malle peut-être, ou un coffre-fort. Elle n'a pas fait de commentaire, pas encore. Au lieu de cela, elle se pencha près d'une étagère et ramassa une truelle cassée. « Vous devez en savoir beaucoup sur les plantes, dit-elle d'un ton désinvolte. Avez-vous déjà travaillé avec l'aconite? » Dufour cligna des yeux. « La fleur bleue? » « Oui, magnifique, mais mortelle. J'imagine qu'il serait difficile à détecter dans une teinture, surtout mélangée à du vin ou à un sirop. » L'expression de Dufour changea légèrement. « Vous posez des questions curieuses. »« J'ai mené une vie curieuse, » dit Miss Marple avec un clin d'œil. Après quelques instants, ils retournèrent au soleil. Dufour ferma la porte du hangar derrière lui et s'inclina légèrement. « S'il y a autre chose, madame, je suis à votre disposition. » Miss Marple le remercia gentiment et s'éloigna, mais son esprit s'emballait. De retour chez Isobel, elle s'assit avec son carnet. Il n'y avait désormais plus aucun doute dans son esprit. Dufour avait caché quelque chose dans ce hangar. S'agissait-il d'une personne, d'un document ou d'un objet lié à la ferme vers quelques heures seulement avant la mort de M. Pilkington? Et puis, il y avait la question de l'accès. Dufour habitait près du vieux chemin de la ferme. Il habitait également près des rosiers. Il était tout à fait possible, voire probable, que Dufour ait vu Mademoiselle Everley. Peut-être même lui a-t-il parlé, il l'avait peut-être suivi, il avait peut-être intercepté son message. Miss Marple ferma son carnet et resta assise sans bouger pendant un long moment. La carte postale vierge avait eu une signification pour Pilkington, suffisamment pour le déstabiliser. Mais que se passerait-il si quelqu'un d'autre le voyait aussi? Et si quelqu'un d'autre comprenait la menace tacite? Et si quelqu'un agissait en premier? Elle aurait besoin de parler à nouveau au sergent Keeley, et ainsi de suite, parce qu'elle soupçonnait désormais que le véritable motif du meurtre n'était pas la vengeance, mais prévention.
Chapitre 7. Le sergent Keeley procède à une arrestation. La pluie est tombée aux premières heures du jeudi matin, d'abord douce, puis plus forte, dessinant de longs rubans argentés sur les fenêtres de Rose Hill. En milieu de matinée, la place du village était recouverte de boue, et les banderoles encore accrochées à la fête s'affaissaient, tel un triste souvenir d'une fête ratée. Miss Marple était assise dans le salon d'Isobel, crochetant un délicat col en dentelle. Ses aiguilles bougeaient sans y penser, car elle avait l'esprit ailleurs. Sur ses genoux, son carnet était ouvert à la page la plus récente. Elle avait souligné plusieurs noms. Pilkington, Everley, Dufour. Et un autre, écrit provisoirement en bas, en caractères plus petits, Florence Ames. Miss Ames était la receveuse des postes de Rose Hill, et bien qu'elle n'ait pas joué un rôle majeur dans les événements jusque-là, Miss Marple commençait à se demander si la gardienne de l'information du village, sous forme de lettres et de colis, n'avait pas vu plus de choses qu'elle ne le pensait. Elle a pris note de visiter le bureau de poste. Mais avant qu'elle puisse se lever, la sonnette retentit. Isobel, qui essayait de trier sa correspondance, leva les yeux. Et maintenant, qui donc? Quelques instants plus tard, la servante entra, les yeux écarquillés. « Sergent Keeley, madame, et il demande Miss Marple. » Miss Marple se leva sans surprise et mit son crochet de côté. « S'il vous plaît, faites-le entrer, Mary. » Le sergent Keeley, un homme de grande taille, la trentaine avancée, avec une ligne de cheveux qui reculait prématurément et un air d'impatience contenu, entra dans la pièce avec un trench-coat humide et un visage qui portait l'expression de quelqu'un qui se croyait 2 longueurs d'avance et voulait que tout le monde le sache. « Mademoiselle Marple, dit-il vivement, je pensais que vous voudriez l'entendre directement de ma bouche. » Keeley resta debout. Nous avons procédé à une arrestation. Isobel, qui venait d'attraper la théia, se figea. « Mon Dieu, qui ?» Keeley se redressa, visiblement ravi de lui annoncer la nouvelle. « Léon Dufour, homme à tout faire. Il habite à la limite sud. Vous le connaissez peut-être. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » « Eh bien, il est en garde à vue. Nous avons trouvé un flacon d'extrait d'aconitine dans son hangar, caché derrière une vieille boîte à outils, à moitié vide. Nous l'avons envoyé pour analyse, bien sûr, mais je n'ai pas besoin d'un rapport de laboratoire pour savoir ce que je sais déjà. »« Et que crois-tu savoir ?» demanda doucement Miss Marple. Keeley eut un sourire crispé. « Pilkington a été empoisonné, c'est confirmé. Des traces d'aconite, administrées par voie orale, se sont probablement glissées dans le sirop qu'il a bu à la fête. Dufour a des antécédents avec les poisons. Il était horticulteur et a travaillé dans des jardins expérimentaux en France. Il s'y connaît en plantes toxiques. Il l'a dit lui-même dans sa déclaration. » Miss Marple baissa les yeux sur son carnet pendant un moment, puis le referma avec un léger claquement. « Tout cela est très intéressant, » dit-elle, « mais j'ai bien peur que ce soit aussi plutôt pratique. » Keeley cligna des yeux. « Pardon? Pratique, » répéta-t-elle avec un léger sourire. « Monsieur Dufour connaît peut-être les poisons. Il en possède peut-être même. Mais cela ne fait pas forcément de lui un meurtrier. » Keeley serra les dents. « Le poison correspond. Il était présent à la fête. Et il nous a menti à plusieurs reprises sur le fait qu'il connaissait la victime. Il prétendait qu'il ne s'était jamais parlé. Mais il semble maintenant qu'il se soit parlé quelques jours auparavant, devant un commerçant, rien que ça. » Miss Marple réfléchit à cela. « Et quel motif lui avez-vous attribué? » Keeley hésita, puis dit « Nous pensons qu'il a peut-être été victime de chantage de la part de Pilkington, ou peut-être menacé de révéler des faits criminels passés. Nous enquêtons toujours sur ses antécédents. » Miss Marple secoua la tête. « Sergent, avez-vous envisagé la possibilité que quelqu'un ait plu le poison dans son hangar, qu'il est victime d'un coup monté? » Keeley eut un rire crispé. « Par qui? » »« Par quelqu'un qui avait quelque chose de bien plus personnel à cacher qu'un ancien crime, » répondit Miss Marple. « Quelqu'un qui connaissait les transactions de M. Pilkington avec le domaine d'Everley. Quelqu'un qui risquait de perdre beaucoup si des secrets du passé étaient révélés. » Keeley croisa les bras. « Avez-vous un nom en tête, Miss Marple? »« Pas encore, mais je crois que ce sera bientôt le cas.
Killy fronça les sourcils. Et nous avons un mobile, un moyen et un accès. C'est suffisant pour le ministère public. Miss Marple le regarda fixement. Alors j'espère, sergent, dit-elle doucement, que vous en êtes sûr. Car si vous vous trompez, et je le soupçonne, le véritable tueur est toujours en liberté. Il pourrait frapper à nouveau. Killy n'a pas répondu. Il se retourna, murmura un adieu à Isobel et partit. La porte s'est refermée derrière lui. Isobel se rassit, visiblement bouleversée. « Tu crois vraiment que Dufour est innocent ?» Miss Marple hocha la tête. « Je pense que c'est un homme étrange, certes, mais pas un tueur. Son hangar a été récemment dérangé. Quelqu'un y a retiré quelque chose, et quelqu'un d'autre, je crois, a placé cette bouteille de poison. Probablement après la mort de Pilkington. Mais pourquoi piéger Dufour ? Pour détourner l'attention d'eux-mêmes, dit Miss Marple. Et peut-être parce qu'il pensait que Dufour était proche de la vérité. Il vit ici depuis assez longtemps pour remarquer des choses comme des étrangers errant près des ruines d'Everly, ou le retour de quelqu'un qui n'était pas censé être en vie. Isobel fronça les sourcils. Tu parles de Miss Everly? Miss Marple ouvrit à nouveau son carnet et tapota le nom. Si cela était son vrai nom, mais nous avons encore très peu d'informations sur elle, sauf qu'elle s'est renseignée sur les registres fonciers, sauf qu'elle a apporté une carte postale vierge, peut-être une menace ou un symbole, et sauf qu'elle a disparu juste avant la mort de Pilkington. Isobel se pencha en avant. Aurait-elle pu le tuer? Miss Marple secoua la tête. Non. Je crois qu'elle avait l'intention de l'affronter, peut-être même de le faire chanter, mais je ne crois pas qu'elle l'ait empoisonné. Je pense qu'elle avait peur. Je pense que quelqu'un d'autre a eu vent de ses intentions et a décidé d'agir en premier. Une pause s'installa entre eux. Puis Miss Marple dit « Je dois aller à la poste. » Le bureau de poste de Rose Hill était calme cet après-midi-là, avec seulement un seul homme âgé devant Miss Marple dans la file d'attente, achetant des timbres avec la délibération d'un homme choisissant du papier peint. Quand ce fut son tour, Miss Marple se pencha vers le comptoir. « Mademoiselle Hams, dit-elle aimablement, j'espérais que vous pourriez m'aider. J'ai un souvenir assez vague que j'essaie d'éclaircir. » Florence Hams, aux épaules voûtées, au nez pointu et farouchement protectrice de la confidentialité postale, plissa les yeux. « S'il s'agit du courrier de notre client, je crains de ne pas pouvoir. »« Oh, rien de tout ça, dis quelque chose. » A-t-elle posté quelque chose d'inhabituel? Mademoiselle Ames renifla. Une carte postale, si je me souviens bien, simple, couleur crème, sans adresse de retour, plutôt démodée. J'ai trouvé ça bizarre, maintenant que vous le dites. Je m'en souviens parce qu'elle avait payé un timbre comptant et avait demandé expressément s'il arriverait jeudi. Est-ce qu'elle a donné un nom? Elle a signé le registre des parcelles sous le nom de Monsieur Everly. Les yeux de Miss Marple brillaient. « Merci, mademoiselle Ames, cela m'a été très utile. » Elle quitta le bureau de poste dans un tourbillon de pensées silencieuses. La chronologie devenait claire. Mademoiselle Everly a posté la carte postale mercredi. Pilkington l'a reçue jeudi. Il a été tué samedi. Dufour a été arrêté lundi. Et maintenant, quelque part dans l'espace entre les deux, le tueur se cachait. Mais pas pour longtemps. Miss Marple savait ce qu'elle devait faire ensuite. Elle rendait visite à une veuve qui n'avait pas encore parlé, une femme qui avait connu la famille Everly et dont le silence soupçonnait Miss Marple cachait plus que du chagrin. Chapitre 8. La veuve de Huxley Road. Huxley Road, à Kensington, n'était pas très à la mode, mais elle avait l'allure d'un lieu autrefois important. Les maisons étaient hautes, leurs façades maculées de suie et majestueuses, leurs jardinières regorgeant de géraniums soigneusement entretenus par des femmes en cardigan et des maris qui lisaient. Le télégraphe, ce n'était pas le genre d'endroit qu'on associe au secret, et pourtant,
Les secrets semblaient s'accrocher au numéro 43 comme du lierre. Miss Marple est arrivée en milieu de matinée dans le train de 9h42 en provenance de Market Dean, ses gants impeccables, son sac à main léger et son esprit très plein. Elle avait hésité à se déplacer. Après tout, elle n'était pas policière. Elle n'avait aucune autorité légale pour enquêter sur la mort de M. Pilkington. Mais elle était convaincue depuis longtemps que des questions polies, bien formulées, pouvaient ouvrir bien plus de portes que des mandats d'arrêt. Et Madame Elaine Dearden, veuve, occupante du 43 Huxley Road, et la personne mentionnée à la fausse adresse donnée par Margaret Everly, pourrait bien détenir l'une des clés de l'énigme. Une femme de chambre en uniforme gris ouvrit la porte, clignant des yeux à la vue du visiteur âgé. « Puis-je vous aider ?»« Je l'espère vraiment, » dit chaleureusement mademoiselle Marple. « Je me demande si madame Dearden reçoit des visites ce matin. Je suis mademoiselle Marple de Saint-Mary-Mead et je suis venue pour une affaire familiale délicate. » Les mots « affaire de famille » produisirent un effet curieux, éclairé, avec des antimacassars en dentelle et un petit buste de la reine Marie sur la cheminée. Il n'y avait aucune photo personnelle, mais un grand échantillon encadré était accroché près de la cheminée. On pouvait y lire « Ce qui s'est fait en secret sera révélé à la lumière ». Une devise curieuse pour une veuve qui quittait rarement sa maison. Quelques instants plus tard, Madame Dearden entra. C'était une grande femme, d'environ 65 ans, aux cheveux argentés tirés en arrière en un chignon lisse, et dont le teint trahissait une inquiétude excessive et un manque de soleil. Elle portait un chemisier en soie grise, et ses manières étaient à la fois prudentes et discrètement intelligentes. « Vous souhaitiez me parler d'une affaire de famille, Miss Marple. » Miss Marple s'éleva. « Oui, merci de me recevoir. J'espère ne pas vous avoir dérangé. » Madame Dearden était assise en face d'elle, les mains jointes. « Je ne suis plus en emploi du temps strict. Qu'est-ce qui est inquiétant? » Miss Marple ouvrit son sac à main et en sortit un petit bout de papier. J'ai cru comprendre que cette adresse avait été donnée à la propriétaire d'une maison d'hôte à Rose-Hill la semaine dernière. C'est une jeune femme se faisant appeler Margaret Everly. Les yeux de Madame Dearden ne s'écarquillèrent pas, mais ils se rétrécirent. Je ne connais personne de ce nom. Non, c'est très étrange, parce que quelqu'un a utilisé en l'heure de son inscription sous une fausse identité. Et cette personne a disparu peu avant qu'un homme nommé Jeremy Pilkington soit retrouvé mort. Un battement passa, puis deux. Finalement, Madame Dearden a dit « Vous n'êtes pas un policier. » Non, vraiment, je suis bien plus gênante que ça. Je suis une femme qui remarque les choses, et je remarque, Madame Dearden, que vous n'avez pas dit « C'est affreux » ou « Quelle chose choquante ». Vous avez simplement fait remarquer que je ne suis pas policière. Il y eut un long silence entre eux. Puis la femme la plus âgée poussa un léger soupir et se pencha légèrement en arrière. Elle m'a dit qu'elle pourrait l'utiliser. L'adresse. OMS. Le silence s'est prolongé. Ma nièce, dit enfin Madame Dearden. Elle s'appelle Alice. Alice Mortimer. Elle a pris le nom d'Everly parce qu'elle croyait qu'il lui appartenait de droit. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Pourquoi croirait-elle ça? Parce que c'est le cas, du moins en partie. Sa mère, ma sœur cadette, était née Esther Everly. Notre père, James Everly, était le dernier propriétaire. Silence. Je l'aidais autant que possible, mais il y avait toujours de l'amertume entre nous. Esther est décédée l'année dernière, d'un cancer, et dans ces derniers jours, elle a tout raconté à Alice. L'incendie, la terre, l'avocat qui a acheté la ferme par ruse juridique alors que leur vie était ruinée. Le grand-père de Jeremy Pilkington? Oui. Miss Marple resta assise, très immobile. Elle est venue à Rose-Hill pour obtenir justice, a poursuivi Madame Dearden.
Elle croyait que les terres avaient été volées. Elle croyait que la fortune familiale avait été bâtie sur les cendres de la tragédie de sa mère. Et elle croyait que Pilkington était au courant, ou du moins en avait profité. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle avait l'intention de faire? Madame Dearden hésita. Juste qu'elle avait trouvé quelque chose, un document, je crois, ou peut-être une lettre. Elle a dit qu'elle le confronterait. Elle a dit qu'elle le ferait avouer. Mais elle n'est pas revenue. Non, je n'ai plus de ses nouvelles depuis. Je pensais qu'elle avait échoué. Miss Marple fronça les sourcils. Croyez-vous qu'elle soit capable de meurtre? Madame Dearden secoua la tête. Elle est en colère. Elle est désespérée. Mais ce n'est pas une tueuse. Elle voulait récupérer le nom de sa mère, pas effacer la vie de quelqu'un d'autre. Miss Marple se leva et lissa le devant de son manteau. « Je vous remercie, Madame Dearden. Vous avez été très honnête, et je pense que votre nièce est en grand danger. » La vieille femme se leva à son tour. « Crois-tu qu'elle est encore en vie? »« Je ne sais pas, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Mais si c'est le cas, elle se cache de quelque chose, ou de quelqu'un, et j'ai bien l'intention de la retrouver. » Miss Marple est revenue à Rose-Hill par le train du soir. La campagne se brouillait devant sa fenêtre dans des tons verts et gris doux, mais ses pensées étaient plus nettes que jamais. Alice Mortimer, fille d'Esther Everly, avait découvert la vérité sur l'histoire de sa famille et avait confronté Jeremy Pilkington. Elle lui avait envoyé une carte postale vierge, symbole peut-être du silence qu'il avait gardé. Elle l'avait menacé de le dénoncer, de récupérer son nom enseveli sous le feu et la tromperie. Mais quelqu'un d'autre avait intercepté ce plan, quelqu'un qui avait plus à perdre. Miss Marple soupçonnait alors qu'Alice n'avait pas disparu volontairement. Elle avait peut-être été effrayée. Au pire. De retour à Rose-Hill, elle a parcouru toute la longueur du green dans la lumière déclinante. Le village était silencieux. Les tentes de fête avaient été démontées, laissant des taches fantomatiques sur l'herbe. Dufour était toujours en détention, et le sergent Keeley, dans sa certitude bornée, avait clos l'affaire dans son esprit. Mais Miss Marple savait mieux que ça. Elle resta longtemps. La table rose, maintenant une simple structure en bois nu, et regarda l'endroit où Alice se tenait autrefois, une carte postale vierge à la main, les yeux pleins de détermination et de douleur. Elle se tourna lentement. Elle trouverait la fille, et quand elle le ferait la vérité, tout entière, jaillirait comme l'eau d'une cruche fissurée. Et quelqu'un à Rose Hill aurait très peur. Chapitre 9. Une note laissée dans le banc. Le dimanche suivant se leva avec une luminosité inhabituelle pour un début de printemps. Le ciel était d'un bleu pâle et la lumière matinale teintait d'un or doux la pierre de l'église Saint-Michel. Miss Marple, toujours ponctuelle dans ses dévotions, arriva juste avant la cloche, vêtue de ses habits du dimanche habituels. Un manteau bleu marine avec des gants blancs et un petit brin de muguet discrètement épinglé à son col. Les villageois se rassemblaient déjà en groupe devant les portes du cimetière. Des visages familiers échangeant des plaisanteries familières. Il y avait le pasteur, le révérend Caldecott, qui guidait doucement les enfants de chœur tel un chien de berger distrait. Madame Fairbright, vêtue de fourrure trop lourde pour le temps. La jeune Pamela Rees avec son livre de cantiques rouge vif et ses opinions bien plus optimistes. Et ce n'était pas la congrégation que Miss Marple était venue observer ce matin. Elle entra dans la nef d'un pas silencieux, prit sa place habituelle, 3 rangs plus loin, et posa fermement son sac sur ses genoux. Elle ne pria pas immédiatement. Elle observa plutôt. D'après son expérience, les gens se comportaient différemment dans les églises. Certains étaient solennels, d'autres distraits. Certains observaient l'autel, d'autres la congrégation. Et certains, très rares, venaient non pas pour prier, mais pour laisser quelque chose derrière. 5 minutes exactement avant l'heure, une femme s'est glissée par la porte latérale. Elle portait un manteau vert foncé et un chapeau cloche enfoncé sur le front. Son pas était rapide, sa posture raide. Elle se dirigea vers un banc près du premier rang, fit une génuflexion machinale puis s'assit, non pas pour prier mais pour scruter la salle. Miss Marple l'observait dans le reflet cuivré d'un bougeoir voisin. C'était elle, Alice Mortimer, ou, comme elle s'était d'abord appelée, Margaret Everly. Il y avait quelque chose de nouveau chez elle maintenant, une méfiance dans son visage, une maigreur inconnue auparavant,
mais c'était indéniablement la même fille qui avait serré une carte postale vierge à côté du concours de roses. Et puis, tout aussi rapidement, la fille se leva. Elle se pencha comme pour récupérer un gant tombé, glissa quelque chose sous le porte-hymne du banc et sortit directement par la porte latérale. Miss Marple se leva aussitôt. Elle attendit que le vicaire entame l'allée comme pour mieux voir. Elle atteignit le banc et fit mine d'ajuster le coussin avant de récupérer adroitement le bout de papier. Il était plié, simple et ne portait aucun nom. Elle retourna à sa place, le glissa dans son sac à main et reprit l'apparence d'une femme en prière. Mais son cœur battait la chamade. De retour au cottage d'Isobel, Miss Marple lut la note dans son intégralité. À quiconque trouvera ceci, je ne l'ai pas tué, je voulais seulement la vérité. Je suis venu pour obtenir justice, pas pour me venger. Quelqu'un me suivait après la fête. Je les ai entendus par la fenêtre. Je crois qu'ils ont fouillé ma chambre. Je ne me sens plus en sécurité à Rose Hill. S'il vous plaît, si vous connaissez la vérité, aidez-moi. A.M. L'écriture était ferme et rapide. Le papier était ligné, arraché d'un carnet. Il y avait de légères taches dans le coin inférieur. Peut-être de la saleté, peut-être de l'encre, peut-être quelque chose de plus sinistre. Isobel, qui observait depuis l'autre côté de la table du petit déjeuner, émit un léger sifflement. « Tu crois qu'elle est toujours au village? »« Je le crois, » répondit Miss Marple. « Sinon elle n'aurait pas pris le risque de retourner à l'église. Mais elle se cache. Elle a très peur. » Isobel se pencha en avant. « Alors tu dois aller voir la police. »« Non, » dit Miss Marple en pliant soigneusement le mot. « Pas encore. Le sergent qui lit croit détenir son homme. Si je lui rapporte cela maintenant, il accusera probablement Alice de chercher à détourner les soupçons. Non, nous devons la retrouver nous-mêmes. Mais comment? » Miss Marple sortait déjà son carnet de son sac. Imaginons qu'elle ait quitté la maison d'hôte. Elle n'est pas rentrée chez elle. La police l'aurait facilement retrouvée. À notre connaissance, elle n'a pas d'amis dans le coin. Alors où va une jeune femme effrayée qui souhaite disparaître tout en restant suffisamment proche pour assister au déroulement des événements? Isobel cligna des yeux. « Tu crois qu'elle nous regarde? J'en suis certain. Elle savait que Pilkington était mort. Elle est revenue. Elle a laissé ce mot. Elle est désespérée, mais pas sans but. » Miss Marple tapota son stylo sur la page. « Je vais faire la liste de toutes les propriétés actuellement inoccupées à Rose Hill. Chalets, maisons de vacances et même des remises. Des endroits où quelqu'un pourrait passer quelques jours sans se faire remarquer. » Isobel fronça les sourcils. « Ça pourrait représenter la moitié du village. Alors nous allons demander de l'aide. » Au milieu d'après-midi, Miss Marple avait recruté 3 alliés discrets. Madame Lockwood de la Poste, M. Digby, le bibliothécaire, des femmes locales. Madame Lockwood s'entretiendrait avec les femmes de ménage. Et M. Digby, toujours pragmatique, proposa de passer à vélo devant chaque adresse sous prétexte de répertorier l'architecture locale. En quelques heures, ils avaient une piste prometteuse. « Il y a une maison de jardinier, » dit M. Digby en retournant à la bibliothèque, à l'arrière de l'ancien domaine Carter, vide depuis 3 ans. Quelqu'un a vu de la fumée sortir de la cheminée vendredi. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « Alors c'est là, dit-elle, que j'irai ensuite. » Le domaine Carter était une ruine tentaculaire, autrefois majestueuse, mais qui succombait lentement au temps et à la mousse. Ces jardins à la française étaient tombés en ruine, les fontaines taries depuis longtemps. La maison du jardinier était nichée derrière un rideau de laurier, cachée de la route principale et à peine visible, sauf pour ceux qui la connaissaient. Miss Marple s'approcha doucement, c'est pas prudent. Elle vit d'abord la cheminée, un mince filet de fumée s'élevant comme une supplication dans le ciel gris de l'après-midi. Puis la porte. Elle frappa doucement. Silence. Puis le mouvement.
La porte s'ouvrit légèrement et un visage pâle apparut. Miss Marple parlait doucement. « Mademoiselle Mortimer, n'ayez pas peur. Je m'appelle Mademoiselle Marple, je suis là pour vous aider. » Les yeux de la fille se remplirent aussitôt de larmes. « Tu sais qui je suis? »« Oui, et je crois que tu es innocent, mais le temps presse. » Alice ouvrit complètement la porte. Elle paraissait plus maigre, plus abattue par la peur que lors de la fête. Mais sa mâchoire était crispée, ses doigts tremblaient tandis qu'elle faisait des gestes intérieurs. « Tu ferais mieux d'entrer. » Le pavillon était froid et poussiéreux, un feu réchauffant à peine l'unique pièce. Quelques boîtes de conserve, une tasse de thé fêlée et une valise. La jeune fille s'était vraiment cachée, survivante, seule. Alice s'assit sur un tabouret près du foyer tandis que Miss Marple restait debout. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle dit. Je voulais juste des réponses. »« Dis-moi tout, » dit doucement Miss Marple. Alice l'a fait. Comment elle avait trouvé l'acte de propriété du terrain d'Everly parmi les vieux papiers de sa mère, comment elle avait appris la vente, signé par le grand-père de Pilkington alors qu'Esther se remettait de brûlure et était incapable de se défendre, comment elle avait écrit à Pilkington sans quelqu'un savait pourquoi j'étais là. Je crois qu'ils m'ont suivi. Ma chambre a été fouillée. Je suis parti avant la fête. Je suis revenu pour réessayer, et il est mort. Miss Marple se pencha en avant et prit doucement sa main. « Tu as raison de revenir. » Mais quelqu'un d'autre en savait plus que tu ne le pensais, quelqu'un qui avait plus à perdre. Je crois que cette personne a tué Jeremy Pilkington et a piégé Léon Dufour pour couvrir l'affaire. La voix d'Alice tremblait. « Mais qui? » Miss Marple se leva. « C'est ce que je compte découvrir, dit-elle. Mais je dois vous demander une chose maintenant. »« Oui? » »« Laisse-moi t'emmener en lieu sûr, au chaud. Tu ne peux pas rester ici. » La fille hésita, puis hocha la tête. « Je te fais confiance. » Et Miss Marple, souriant doucement, lui offrit son bras. Chapitre 10. Un jardin trop bien entretenu. Lundi matin, la pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle un village propre et luisant de rosée. Rose Hill sentait la terre humide et le printemps, et, sous tout cela, quelque chose de plus subtil et de moins sain, le malaise. Miss Marple se leva tôt et prépara le thé comme d'habitude, mais ses yeux étaient plus perçants que jamais, alors qu'il parcourait les gros titres du Chronique du marché, d'Ennepa. Il n'y avait pas encore d'article sur la mort de Pilkington, juste une brève information sur ses funérailles et une vague déclaration concernant des enquêtes en cours. La police, semblait-il, gardait le silence. Mais Miss Marple n'attendait plus l'intervention de la police. Elle avait emmené Alice Mortimer, tremblante et épuisée, au presbytère. Le révérend Caldecott avait accepté sans hésitation. « Il faut offrir l'asile quand on en a besoin », avait-il dit gravement, et Miss Marple avait souri. Le sanctuaire d'une église s'étendait souvent au-delà des pierres du clocher, et maintenant sa tâche était claire. Alice Mortimer n'avait pas tué Jeremy Pilkington. Elle en était certaine, ni, malgré les apparences, Léon Dufour, ce qui signifiait que la vérité se trouvait ailleurs, probablement enfouie, littéralement, dans la terre de Rose Hill. Et donc, Miss Marple fit ce que peu de gens attendraient d'une femme de 90 ans. Elle alla visiter des jardins. Sa première étape fut la maison de Madame Crumley, dont la passion pour les hortensias était depuis longtemps sujette à de légers ragots et à une concurrence acharnée. Le jardin était impeccable, comme toujours, étayé, massif ratissé, pas une seule mauvaise herbe en vue. Miss Marple feignit de s'intéresser à une fleur. « Ça a fait des merveilles, même si c'est un véritable calvaire. »« Oui, » murmura Miss Marple.
Et le lit du fond, ils ont l'air plus récents? Oh oui, je les ai déterrés juste avant la fête. J'ai trouvé une vilaine tache de moisissure sous les rosiers. J'ai dû tout replanter. Miss Marple hocha la tête et partit un instant plus tard, après avoir constaté quelque chose de plus révélateur que des roses. Une terre fraîchement retournée, inhabituellement ferme pour une fin mars et aucun signe de racines anciennes. Un nouveau massif, créé rapidement. Sa deuxième visite fut chez Madame Winthrop, dont les dahlias faisaient habituellement l'envie du village. Mais cette fois, Mademoiselle Marple trouva le jardin en désordre. « Je suis à peine sortie », avoua Madame Winthrop par-dessus la clôture. Avec tout ce qui se passait et la fête qui a été un désastre, j'avais prévu de déterrer le lit ouest, mais honnêtement, j'étais trop perturbé. Miss Marple a noté le terrain sauvage et mal entretenu. C'était 2 jardins, un intact, un changement hâtif. C'est sa 3e visite qui s'est avérée révélatrice. La demeure du major Elric Farncombe, ancien militaire, se trouvait près des ruines d'Everly, suffisamment près, en fait, pour que son jardin arrière borde l'ancien chemin carrossable. Il n'était pas particulièrement sociable, et bien que la plupart le considéraient comme inoffensif, il avait une façon d'observer les autres qui rappelait à Miss Marple celle d'un chouka lorgnant les choses brillantes. Elle a frappé poliment. Il a ouvert la porte avec ses gants de jardinage. « Ah, Miss Marple, que puis-je faire pour vous? »« J'admirais les crocus lors de ma promenade hier, » dit-elle doucement, « et j'ai trouvé les vôtres particulièrement beaux. Je me demandais si cela ne vous dérangerait pas que j'y jette un coup d'œil. » Farncombe cligna des yeux, puis laissa échapper un léger rire. « Bon, je dirais qu'ils ne sont pas très jolis, mais vous pouvez les prendre. » Il la conduisit à l'arrière, un peu essoufflé par l'effort. Le jardin était, certes, propre, mais trop propre. Le sol sous le pommier était compacté avec du paillis frais, mais celui-ci n'avait pas résisté aux intempéries. Les bordures avaient été réalignées et il y avait une absence inhabituelle de mauvaises herbes pour la saison. « Vous avez fait pas mal de travail, » dit Miss Marple d'un ton léger. « Il le fallait, » répondit-il. « Le sol était détrempé par toute cette pluie. J'ai dû rebêcher certaines parties du massif et créer un nouveau chemin. On dirait presque que tu as enterré une boîte. » Farncombe cligna des yeux. « Pardon ?» Miss Marple sourit. « Oh, je réfléchissais à voix haute. Le jardinage réveille toujours le poète en moi. » Il la regarda attentivement, trop attentivement, et elle nota mentalement la tension soudaine dans sa mâchoire. « Je dois y aller, » dit-elle. « Merci de votre indulgence. » Le soir, Miss Marple était de retour au presbytère. Alice se reposait à l'étage, trop fatiguée pour parler, mais plus apaisée. Le révérend Caldecott était parti pour la prière du soir. Le presbytère était silencieux. Miss Marple se versa du thé et posa son carnet. Elle a fait 3 colonnes. Jardin inchangé, Winthrop. Jardin récemment perturbé, probablement innocent. Crumley. Jardin étrangement modifié, Farncombe. Elle a ensuite pris une autre note, sous les 3. Farncombe égale ancien géomètre, Royal Engineers, retraité en 1959. Savait enterrer des objets. Elle s'arrêta. Farncombe avait toujours eu quelque chose d'un peu étrange. Trop charmant quand on le pressait, trop oubliable quand on ne le faisait pas. Et il n'avait vécu à Rose-Hill que 10 ans. Assez longtemps pour paraître du coin, assez peu pour dissimuler ses origines. Elle se souvint de quelque chose qu'Alice avait dit. « Quelqu'un a fouillé ma chambre, je l'ai entendu par la fenêtre. » Le jardin de Farncombe donnait sur le chemin qui passait derrière la maison d'hôte de Madame Partridge. Quiconque se promenait la nuit pouvait passer inaperçu entre la haie et la clôture. Et soudain ça a fait tilt.
Ce n'était pas quoi il avait enterré, c'était Holmes. Cette nuit-là, Miss Marple a téléphoné au sergent Keeley. « Je vous demande pardon, sergent, dit-elle, mais je crois que vous détenez peut-être le mauvais homme. » Sa réponse fut sèche. « On a déjà vécu ça, Miss Marple. » « Oui, mais j'ai maintenant des raisons de croire que le poison n'a pas seulement été placé après le meurtre, mais que quelqu'un d'autre risquait de perdre quelque chose de très personnel à cause de la vérité que Miss Mortimer essayait de découvrir. » « Quelle sorte de vérité ?»« Une vérité sur une seconde mort. » Keeley resta silencieux. La voix de Miss Marple baissa. « Je crois qu'il y a quelque chose d'enfoui dans le jardin du Major Farncombe. Quelque chose qu'il ne souhaite pas que nous trouvions. Je vous suggère d'apporter un mandat et une bêche. » Chapitre 11. Le corps sous le pommier. Il y a peu de choses qui perturbent autant un village que la vue de policiers en train de bêcher un jardin. Au moment où les agents de police sont arrivés à la propriété, Arrosoirs, astuciosement positionnés, Miss Marple ne regardait pas de loin. Elle se tenait près du portail, les mains gantées soigneusement jointes devant elle et observait le travail en silence. À côté d'elle, le sergent Keeley avait l'air sombre, son manteau boutonné haut pour se protéger du vent. « Tu en es certain ?» demanda-t-il une fois de plus. « Aussi certain que jamais, dit Miss Marple calmement. Le pommier, en particulier, juste à gauche de la nouvelle bordure. Farncombe, confronté ce matin-là, avait bravé, mais n'avait pas résisté. Il avait même tenté l'humour. Vous cherchez un trésor, sergent, vous ne trouverez que des racines et des vers. Mais son visage était devenu blanc lorsqu'ils ont déterré le coin d'une bâche en toile juste en dessous du sol, et lorsqu'ils ont retiré les couches humides. La forme en dessous était indubitable. Un corps, recroquevillé sur lui-même, mince, rétréci, et pourtant toujours reconnaissable comme humain. Les gendarmes reculèrent instinctivement révulsés. Keeley s'agenouilla près de la bâche et examina ce qui restait du visage. Les lèvres s'étaient rétractées, les mains crispées comme des griffes cassantes. Mais les cheveux étaient noirs et les restes d'un manteau d'un vert profond collaient encore aux os. Miss Marple ne sia pas. « C'est elle, dit Keeley doucement. La fille, mademoiselle Everley, ou plutôt... » Alice Mortimer, termina Miss Marple. Keeley leva brusquement les yeux. Tu as dit qu'elle logeait chez le vicaire. Miss Marple soutint son regard. Elle l'est. Cette jeune femme est bien vivante. Keeley le fixa. Alors qui... La voix de Miss Marple était ferme. Un leurre. Il fallut le reste de la journée pour identifier le corps. Les dossiers dentaires et les fragments de documents retrouvés dans les poches confirmèrent ce que Miss Marple avait déjà deviné. La femme morte était Marjorie Warren, 32 ans, anciennement employée comme femme de ménage au presbytère de Market Dean et connue pour avoir travaillé autrefois pour l'entreprise familiale de Jeremy Pilkington. Elle avait disparu il y a un peu plus d'1 an. Pilkington avait, à l'époque, affirmé qu'elle était partie volontairement. Une dispute amoureuse, instable, l'avait-il qualifiée, peu fiable. Mais aucun rapport de disparition n'avait jamais été déposé. Miss a poursuivit Miss Marple. Elle vous a vu avec Pilkington à la fête, ou peut-être près de la table des roses où vous vous teniez avec la carte postale. Peut-être pensait-elle que vous alliez faire ce qu'elle avait omis de faire. Tu veux dire le confronter? Je crois qu'elle l'avait déjà fait, dit Miss Marple, et je crois qu'il l'a réduite au silence. Mais je ne pense pas qu'il l'ait enterrée.
Alice était pâle. « Et alors ?» Miss Marple jeta un coup d'œil à la porte avant de répondre. « Commandant Farncombe, il a fallu 2 jours supplémentaires au sergent Keeley pour reconstituer toute la vérité, mais Miss Marple, comme toujours, avait déjà fait le gros du travail. Le lien entre Farncombe et Pilkington n'était pas immédiatement évident, mais une fois que Keeley a obtenu les documents du ministère de la Défense, l'énigme s'est éclaircie. Le major Elric Farncombe n'avait pas pris sa retraite des Royal Engineers aussi paisiblement qu'il le prétendait. Il avait en fait démissionné sous de discrets soupçons après un scandale d'approvisionnement, un scandale qui avait nécessité une représentation juridique. Cet avocat, Henry Pilkington, le père de Jeremy, et lorsque Farncombe réapparut des années plus tard à Rose Hill, c'était sous la protection discrète de la même entreprise. Pilkington le tenait sous sa coupe, expliqua mademoiselle Marple, assis dans la bibliothèque du presbytère. Mais Farncombe possédait des compétences que Pilkington trouvait utiles. La discrétion, les relations, la capacité de faire disparaître les choses et les gens. Keeley se passa la main dans les cheveux. Alors Pilkington a tué la servante, et Farncombe s'en est débarrassé. Miss Marple secoua la tête. Je crois Farncombe, il l'a tué. Pilkington l'a peut-être ordonné, peut-être même imploré de l'aide, mais c'était lui qui avait agi. Et quand Alice est arrivée, posant des questions, attirant l'attention, il a paniqué. Je crois qu'il l'a suivie. Peut-être même l'a-t-il prise pour quelqu'un d'autre. Keeley fronça les sourcils. Alors c'est lui qui a tué Pilkington. Non, dit Miss Marple. Je pense qu'il a tué Pilkington pour le faire taire. Pilkington était devenu un boulet. Il était en train de s'effondrer. Et quand la carte postale vierge est arrivée, elle l'a effrayé. Peut-être lui a-t-elle rappelé ce qu'ils avaient fait. Peut-être qu'elle ne lui était même pas destinée. Mais Farncombe croyait c'était vrai. Et il a donc fait taire Pilkington avant qu'il puisse avouer. Keeley se pencha en arrière, abasourdi. Et Dufour? Miss Marple sourit faiblement. Innocent, même si je le soupçonne d'en savoir plus qu'il ne le laisse paraître. C'est n'a jamais été dit. Alice l'a envoyé comme un message. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de très dangereux, l'a interprété comme une menace. Farncombe a été arrêté ce soir-là. Il ne dit rien pendant qu'on l'emmenait, pas même à l'arrivée de la presse, pas même au murmure d'horreur de la foule des villageois. Il ne regarda qu'une fois par-dessus son épaule, ni vers Keeley, ni vers Miss Marple, mais vers le pommier. Comme s'il le pleurait, comme s'il savait que quelque chose de sacré avait été déterré. Miss Marple, debout à côté du vicaire, ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, elle écrit une lettre à son neveu Raymond. « Mon cher Raymond, les roses ont fleuri tôt cette année à Rose Hill, et la vérité avec elles. Je suis toujours étonné de voir combien de temps le passé peut rester enfoui dans un village tranquille, sous la terre et le silence. Mais finalement, comme tout être vivant, il tend vers la lumière. » Elle plia la lettre, la scella et la plaça à côté de son tricot. Alice retournerait à Londres la semaine suivante. Le vicaire avait déjà commencé à rédiger une lettre à une amie d'une association caritative pour femmes afin de l'aider à trouver du travail et peut-être, avec le temps, à guérir. Le jardin de la ferme Everley resterait vide, mais la vérité, enfin, avait été semée et fleurirait à nouveau avec le temps. Chapitre 12. Thé et témoignages. Il régnait un certain calme les jours qui suivaient une tempête, lorsque le village retenait son souffle, non par peur, mais par lassitude. Rose Hill avait lui aussi subi sa propre tempête, celle des secrets et des soupçons, les tombes cachées et d'un long silence. Mais le vent était passé, et le soleil brillait à nouveau, quoiqu'avec un peu d'incertitude.
Miss Marple était de nouveau assise dans son fauteuil préféré du salon d'Isobel, crochetant lentement, ses lunettes posées bas sur son nez. Le rythme du fil et de l'aiguille l'avait toujours aidé à réfléchir. Non pas qu'elle en ait besoin aussi, c'était dur maintenant. Le mystère s'était pour la plupart résolu de lui-même, même s'il restait encore quelques derniers fils à rentrer et à sécuriser. Le téléphone a sonné. Isobel répondit, écouta un instant puis se retourna, un sourcil levé. « Sergent Keeley, il dit qu'il arrive avec quelque chose d'intéressant. » Miss Marple posa son travail, pas du tout surprise. Keeley arriva juste après 16 heures, alors que le plateau de thé était déjà posé et que les scones exhalaient encore. « Den !» dit-il après une longue gorgée. « Notre homme est en garde à vue depuis près de 2 jours. Il a avoué hier soir. » Miss Marple haussa doucement les sourcils. « Mayor Fancombe ?» Keeley hocha la tête. « Pas facilement, mais les faits étaient trop lourds de conséquences pour être éludés. Nous l'avons confronté au cas, à la chronologie et aux preuves médico-légales. Des résidus d'aconitine ont été retrouvés non seulement sur le flacon dans son hangar, mais aussi sur les gants qu'il gardait dans une boîte verrouillée sous le plancher. Son écriture correspond à une série de notes que nous avons découvertes dans les dossiers de Pilkington. Des notes prises en marge des documents juridiques concernant la vente d'Everly. » Isobel se versa une autre tasse. « Et qu'a-t-il dit? » Qu'il avait fait le nécessaire, que Pilkington était devenu instable et avait laissé filer le message à la mauvaise personne, qu'il avait enterré la femme de ménage parce que Pilkington l'avait utilisée et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour nettoyer le désordre. Tout était très froid, méthodique. Miss Marple soupira. « Je m'en doutais. Il existe un certain type d'homme, sergent, qui croit pouvoir mettre les gens en ordre aussi facilement que des traces écrites. » Keeley hocha la tête d'un air sombre. « Tu avais raison aussi pour Dufour. Nous l'avons libéré ce matin. Il était en colère, bien sûr. Il disait que nous avions ruiné sa réputation. »« Et Alice? » demanda Isobel. « Elle est actuellement en détention préventive. Mais nous prenons des dispositions pour qu'elle témoigne lors de l'enquête, une fois le rapport complet du coroner terminé. Elle est bouleversée, c'est compréhensible, mais elle se rétablira. » Miss Marple remuait doucement son thé. « J'aimerais lui parler, » dit-elle au bout d'un moment, « avant qu'elle ne parte. » Keeley parut surpris. « Tu en as déjà fait plus qu'assez. » Mais Miss Marple se contenta de sourire. « Même une histoire bien racontée mérite une fin convenable, sergent. » Cet après-midi-là, elle se rendit seule au presbytère. Alice Mortimer était assise dans le bureau, vêtue d'un cardigan emprunté et tenant un exemplaire de Persuasion. De toute évidence, elle ne lisait pas. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple entra et lui offrit un petit sourire. « Je suppose que c'est le moment où tu me dis de ne pas me blâmer. » Miss Marple secoua la tête et s'assit à côté d'elle. « Non, ma chère, c'est ici que je vous dis que le chagrin ne disparaît pas simplement parce que justice, tout cela, enfoui sous des années de terre et de bienséance sociale. Vous avez apporté la lumière du jour dans un lieu longtemps plongé dans l'ombre. » Alice resta silencieuse un instant. « Et maintenant, vous retournez à Londres, vous reconstruisez, et peut-être avec le temps, vous aiderez d'autres personnes qui portent des fardeaux similaires. Nombreux sont ceux qui ignorent le nom de leur père, dont l'histoire leur a été volée. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre, elle est partagée par beaucoup. » Alice hocha lentement la tête. « Est-ce que je cesserai un jour de me sentir comme un fantôme dans le jardin de quelqu'un d'autre? » Miss Marple tendit la main et la serra. « Pas un fantôme, ma chère, un jardinier. Tu as désherbé. Maintenant, tu plantes quelque chose de nouveau. » Plus tard dans la soirée,
le vicaire invita quelques voisins proches à prendre le thé, non pas pour célébrer, mais pour marquer discrètement le retour des habitants. La tragédie avait touché tous les recoins du village, même ceux qui préféraient ne pas l'admettre. Des rumeurs subsistaient, bien sûr, et il y en aurait toujours, mais l'atmosphère s'était adoucie. Madame Fairbright apporta son fameux gâteau aux graines, et M. Digby arriva avec un bouquet de tulipes enveloppé dans du papier journal. On parla de choses ordinaires, la prochaine réunion du conseil, l'état du terrain de cricket et la possibilité d'un nouveau gel avant mai. Miss Marple écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle remarqua les silences, ceux où les gens ne mentionnaient pas le nom de Pilkington, ceux où ils choisissaient de ne pas poser de questions sur Alice. Elle remarqua aussi la gentillesse qui s'épanouissait dans de petits gestes. Une tasse de thé remplie, une main sur une épaule, un murmure discret. « Tu as bien fait, ma chère. » Lorsque le rassemblement se dispersa, elle se tint sur les marches de l'église et regarda le soleil commencer sa lente descente sur Rose Hill. La flèche projetait une longue ombre sur la verdure, et un parfum de lavande flottait tout près. Isobel vint se placer à côté d'elle. « Alors, dit-elle doucement, c'est fait. » Miss Marple hocha la tête. « Presque. » Isobel haussa un sourcil. « Presque. J'ai encore une visite à faire. » Le dernier appel de Miss Marple ce jour-là fut au cimetière de Rose Hill. Le cimetière était calme. L'herbe humide et les pierres tombales pâles dans la douce lumière. Elle se dirigea vers la tombe fraîchement tombée sous le pommier, le marqueur temporaire indiquant simplement « Marjorie Wren, fille bien-aimée, retrouvée ». Elle resta silencieuse un moment, puis s'agenouilla et déposa un seul brin de romarin sur le sol. « En souvenir, dit-elle doucement. Elle resta un moment. « Mais je t'ai vu, et je veillerai à ce que tu ne sois pas oublié. » Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Miss Marple ouvrit son journal et écrivit la dernière entrée, sous le titre « Rose Hill, l'affaire de la carte postale ». La justice n'est pas toujours entendue avec fracas. Parfois, elle se transmet en silence. Dans une carte postale vierge, dans un petit mot déposé sur un banc, dans la mémoire de ceux qui prennent la peine d'y regarder à deux fois. On imagine souvent que le meurtre est une question de colère. Mais j'ai constaté qu'il est plus souvent lié à la honte. Et la honte, contrairement à la haine, est profondément enfouie. Mais quand même, il s'élève. Elle ferma le livre, le plaça à côté de sa lampe et éteignit la lumière. Dehors, Rose Hill expira et, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, dormit profondément. Chapitre 13. La vérité dans le grand livre. C'était un matin gris lorsque Miss Marple entra dans le cabinet du notaire de Market Dean. Les nuages bas comme un vieux rideau qui n'avait pas été tiré depuis longtemps. La pluie menaçait, mais ne tombait pas, et la rue sentait vaguement la pierre mouillée et le papier journal. Une plaque en laiton sur la porte disait « Pilkington & Sons, avocat », établi en 1882. Le bureau, bien que bien rangé, semblait vicié par l'absence. La mort de Jeremy Pilkington avait laissé les lieux dans l'incertitude. La réception était vide, les fleurs du vase fanées. Une seule assistante, Mademoiselle Violetta Griggs, une femme mince et pincée, vêtue d'un cardigan strict, leva les yeux à l'entrée de Mademoiselle Marple, les yeux plissés sous ses lunettes à monture d'acier. « J'ai bien peur que M. Pilkington soit... » « Mort, oui, j'en suis parfaitement consciente, » répondit Mademoiselle Marple avec une fermeté polie. « Je suis venue parler à la personne qui gère la succession du cabinet, notamment les archives d'Everly Farm. Son nom est Marple, Mademoiselle Jane Marple. Vous trouverez peut-être ce nom sous la rubrique « Enquête sur la succession » ou « Correspondance post-fête ». Le nom est devenu populaire ces derniers temps. Mademoiselle Griggs fronça les sourcils, mais se leva avec raideur et revint au bout d'un moment accompagnée d'un homme plus jeune, en bras de chemise et cravate desserrée. Il se présenta comme étant M. Terence Wilmot, administrateur intérimaire des affaires de feu M. Pilkington. « J'ai passé pas mal de choses au crible,
dit-il en conduisant Miss Marple dans l'arrière-boutique. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez particulièrement à l'affaire Everly. Oui, et je soupçonne que ce n'est pas seulement une question de titre de propriété. Wilmot esquissa un sourire contrit. D'étrange hier, dit-il en récupérant un épais registre relié en cuir et en le posant sur le bureau. Il avait été mal classé dans un classeur intitulé « Fermeture de succession avant-guerre ». Mais il s'avère que ce n'était pas du tout fermé. Miss Marple se pencha. Sur le devant du registre, on pouvait lire « Acquisition Everly, correspondance, note juridique, considération fiduciaire. » 1910-1952. Wilmot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes manuscrites, des copies carbone de lettres dactylographiées, des notes juridiques et, le plus révélateur de tous, une lettre d'Henry Pilkington datée de 1927. Il la lut à haute voix. Concernant l'acquisition de la ferme Everly, je considère que l'incapacité mentale de l'unique héritière, Mademoiselle Esther Everly, est suffisante pour empêcher toute objection légale à la vente. Son internement à la maison de convalescence de Leamington et l'absence de tuteur connu lui permet de traiter la vente conformément aux dispositions relatives aux successions inactives. La bouche de Miss Marple s'est rétrécie en une ligne fine et dure. Elle a été blessée dans l'incendie, murmura-t-elle, et pendant qu'elle se remettait, ce vol légal a été organisé. Wilmot tourna la page. Voici les points intéressants. En 1952, il y a une note du père de Jeremy Pilkington. Elle dit « Acquisition initiale douteuse ». Il est recommandé de créer une fiducie caritative limitée pour préserver les apparences. Sous réserve de discrétion, ne pas informer les héritiers. Il leva les yeux. Il savait que c'était inapproprié, et il en gardait secret pendant des décennies. Miss Marple hocha la tête, et quand la fille d'Esther est arrivée, posant des questions, Jérémie a paniqué. Wilmot ferma le registre et croisa les mains. Il y a plus. Un deuxième dossier récemment créé est marqué « Alem ». Archive Inquiry. Nous pensons qu'Alem signifie Alice Louise Mortimer. Il y a une note de Jérémie, datée de 2 semaines seulement avant la fête, demandant à sa secrétaire de préparer la documentation pour réfuter la réclamation. Il s'apprêtait à lui refuser ses droits. Miss Marple prit un air grave, et peut-être pour détruire ce qu'il ne pouvait défendre. Le silence entre eux s'éternisa. Puis Wilmot dit « La question est maintenant de savoir quoi en faire. Le trust Everly existe toujours. Techniquement, le terrain lui appartient, mais l'héritière survivante, Mademoiselle Mortimer, est la seule légitime à en bénéficier. Il faut le lui dire, dit Miss Marple avec fermeté, et il faut lui offrir le choix de poursuivre ou non. Wilmot acquiesça. Intégrer le contenu. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna à Rose Hill avec un exemplaire des pages clés glissé dans son sac à main. Elle s'arrêta d'abord au presbytère où Alice était assise à la fenêtre, tricotant maladroitement sous l'œil attentif de Madame Caldecott. Miss Marple déposa doucement les documents copiés sur la table. « Tout est là, dit-elle. Ils l'ont volé à ta mère alors qu'elle était handicapée, mais ils savaient que c'était mal, et maintenant tu peux choisir ce que tu veux faire. » Alice regarda les papiers pendant un long moment. « Je ne sais pas quoi ressentir, dit-elle enfin. Je pensais vouloir me venger, mais maintenant je me sens fatiguée. » Miss Marple hocha doucement la tête. « La justice est rarement prestigieuse, ma chère. Elle est généralement plutôt bureaucratique et lente, mais elle a son importance. » Alice hésita. « Pourrais-tu m'aider si je voulais le réclamer ?»« Bien sûr. » Il y eut un silence entre eux, rempli seulement par le tic-tac de l'horloge et le doux bruit des aiguilles à tricoter. Puis Alice dit « Je me fiche de l'argent, ni même du terrain. Je veux juste que le nom de ma mère soit écrit quelque part, correctement, pas effacé. » Miss Marple tendit la main et lui prit la main. « Ce sera. » Le soir venu, la nouvelle s'était répandue discrètement dans le village. De nouvelles arrestations étaient peu probables.
Le jardin du major Farncombe avait été bouclé, mais les rumeurs commençaient à s'apaiser, passant de l'horreur à la curiosité. Chez Isobel, la table à thé était à nouveau pleine. « Je suppose que tout cela est une question de cupidité, » dit Madame Fairbright. Le vieux Pilkington ne supportait pas l'idée de lâcher prise. « C'était plus que de la cupidité, » dit Miss Marple d'un ton pensif. « C'était de l'orgueil et de la peur, celle qui s'insinue dans les institutions, qu'elles soient légales ou non, quand les hommes commencent à se croire les gardiens de l'ordre et non ses serviteurs. » Monsieur Digby, le bibliothécaire, sirotait son sherry. « Et la fille, elle reste ?» « Pour l'instant, » répondit Miss Marple. « Elle a le choix désormais, le droit de se réapproprier son histoire si elle le souhaite. » Il hocha la tête. « Alors, elle est mieux aussi que la plupart ?» Miss Marple était d'accord. Ce soir-là, elle était assise à sa fenêtre, regardant le crépuscule s'abattre sur Rose Hill. La verdure était calme, les chaumières s'assombrissaient une à une, et la cloche de l'église sonnait doucement l'appel des complis. Sur ses genoux se trouvait une seule carte postale. Pas vierge, celui-ci portait une violette pressée, soigneusement collée au coin, et quelques lignes écrites d'une écriture traforette. « J'espère faire quelque chose de cette vie qui m'a été rendue, » avec amour Alice. Miss Marple sourit doucement, puis glissa la carte dans son agenda. Elle prit sa tasse de thé encore chaude et regarda le jardin en contrebas. Les roses refleuriraient bientôt, et cette fois aucun secret ne sera enterré sous eux. Chapitre 14. Le dernier chemin du jardin. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis le décès survenu lors de la fête de Rose Hill, et le village commençait enfin à retrouver son dynamisme. Les cloches de l'église avaient repris leur cadence paisible, la verdure avait été débarrassée de ses banderoles et de ses souvenirs, et les boutiques de Market Den avaient discrètement remplacé leurs gros titres par de nouveaux, moins dramatiques, plus réconfortants. Mais au cœur de Rose Hill, un changement discret s'était opéré. Non pas une rupture, mais un doux rééquilibrage, le genre de changement que seule une personne comme Miss Marple pouvait remarquer. Une tension relâchée dans les conversations, un certain silence qui avait cessé de s'attarder derrière chaque formule de politesse. La vie, comme toujours, était revenue. Et pourtant, pas assez comme c'était. Miss Marple elle-même se tenait dans la roseraie de l'ancienne propriété des Everly, un peu après-midi. La ferme en ruine avait été débarrassée des ronces les plus tenaces. 2 entrepreneurs locaux, discrètement engagés par le vicaire au nom d'une fiducie, avaient commencé à retirer les débris dangereux. Et les rosiers sauvages, toujours en pleine floraison, avaient été soigneusement taillés, révélant l'allée d'origine qui menait autrefois au porche. C'est sur ce chemin que marchait désormais Miss Marple. Alice Mortimer marchait à ses côtés. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » murmura Alice, « que ceci ait été autrefois la maison de ma famille. » Les fondations étaient fissurées et la cheminée penchait comme sous le poids du chagrin. Mais même en ruine, le lieu avait une présence. On pouvait presque voir ce qu'il avait été autrefois, le porche avec sa balustrade blanche, les parterres de fleurs sous la fenêtre, le rythme de vie simple d'avant l'incendie. « Il n'est peut-être plus debout, » dit doucement Miss Marple, « mais il est à vous et à votre mère. Aucune tromperie d'avocat ne peut effacer cela. » Alice se pencha pour cueillir une minuscule violette sauvage qui avait poussé entre les dalles. « Je me demande sans cesse si elle m'a amené ici bébé, si elle a marché sur ces pierres, si elle se souvenait de ce jardin. »« Elle l'a fait, » dit Miss Marple avec une assurance tranquille. Dans son cœur, sinon dans ses pas. Et je pense que d'une certaine manière, elle serait heureuse de votre retour. Il y a un long silence qu'elle devienne quelque chose d'utile. Un foyer pour les autres, un endroit sûr. Miss Marple lui adressa un sourire chaleureux et approbateur. Je crois que cela lui ferait très plaisir. Ils parcoururent en silence toute la longueur de la vieille propriété, s'arrêtant une fois sous le pommier où tant de choses avaient été enterrées, puis révélées.
L'herbe avait repoussé rapidement. La nature, semblait-il, était toujours avide d'oublier ce que l'homme ne pouvait faire. Ce soir-là, Miss Marple assista à un dîner tranquille au presbytère. Le révérend Caldecott avait insisté, avec sa douceur mais sa persévérance, pour qu'Alice reçoive un adieu digne de ce nom avant son retour à Londres. La table était dressée avec soin. Poulet rôti, pommes de terre vapeur et un crumble aux groseilles que Madame Caldecott préparait avec soin depuis la Pentecôte. La conversation fut légère, quoique un peu hésitante au début, et Mademoiselle Marple contribua par des anecdotes sur les querelles de jardinage de Sainte Mary Mead et un concombre particulièrement ambitieux. Après le repas, alors que le crépuscule tombait doucement sur les vitraux des fenêtres de la salle à manger, le révérend Caldecott se leva, un verre à la main. « À Mademoiselle Alice Mortimer, dit-il, qui est venue ici en quête de vérité et qui repart après avoir trouvé non seulement la justice, mais, je l'espère, un peu de paix. » Alice sourit, timidement mais avec gratitude, et à Miss Marple, ajouta le vicaire avec un regard chaleureux, dont la patience, la perspicacité et le sens infaillible du bien nous ont rappelé que même la plus petite voix peut résonner fort lorsqu'elle s'exprime avec détermination. On entendit un léger tintement de verre, pas d'applaudissements. Ce n'était pas ce genre de soirée, mais la chaleur était palpable. Miss Marple inclina modestement la tête. « Vous êtes très aimable. J'ai simplement observé ce qui était déjà présent. » Alice se pencha vers elle, tandis que les autres commençaient à débarrasser la table. « J'ai décidé de tout écrire, » dit-elle doucement. « Toute l'histoire. Pas forcément pour la publier, mais pour l'avoir quelque part, pour que ça reste vrai. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Une idée judicieuse. Après tout, les histoires sont comme des jardins. Sans entretien, elles sont envahies par les mauvaises herbes. Mais si on les entretient, elles deviennent durables. » Alice hocha la tête. « Je crois que j'aimerais planter des violettes, en mémoire de ma mère. Ils lui vont bien, » dit Miss Marple. « Délicat, persistant, rarement vu, mais souvent ressenti. » Le matin du départ, se tournait pour embrasser Miss Marple, sa voix se brisa. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu l'as déjà fait, » dit doucement Miss Marple, en survivant. Le sifflet retentit, la porte se referma avec fracas, et comme ça, elle est partie. Cet après-midi-là, Miss Marple retourna chez Isobel et fit ses valises. La valise était légère, comme toujours. Elle voyageait avec peu de choses, juste ses livres, ses lunettes et le doux châle tricoté qui l'avait suivi pendant des décennies. Alors qu'elle rabattait le couvre-lit une dernière fois, Isobel apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu pourrais rester plus longtemps, dit-elle avec espoir. Miss Marple sourit. « C'est tentant, mais je pense que Saint Mary Mead a besoin de moi. Le chat de Madame Bartlett a disparu, et je crains que l'Institut des femmes ne se divise en factions pour savoir quel gâteau éponge a été mal jugé. En d'autres termes, une guerre civile. » Miss Marple rit. « Exactement. » Ils s'embrassèrent chaleureusement, et sur ce, Miss Marple s'engagea une fois de plus sur le chemin, la campagne se déroulant devant elle comme les pages d'un livre bien-aimé. Alors que le train quittait Market Den, elle regarda par la fenêtre, observant les haies se fondre dans le vert et l'or, ses mains reposées sur son sac à main, son esprit se tournant comme toujours non pas vers ce qui s'était passé, mais vers ce qui avait été révélé. Finalement, la carte postale n'avait rien dit, pas de mots, et pourtant, cela en disait long. C'était un murmure dans une pièce bondée, un fil arraché d'une tapisserie, un souvenir retrouvé dans les cendres et le silence, et entre les mains de quelqu'un qui écoutait vraiment, cela avait suffi.